soir d'intelligence animale. Alors j'ai mis un chat spécifiquement parce que ce soir, on va se focaliser sur plein d'autres trucs, il n'y aura pas de chat. Simplement par goût personnel, c'est que j'ai cherché ce soir beaucoup d'animaux auxquels on ne s'attend pas forcément. Parce que la plupart du temps, quand on vient à un truc d'intelligence animale, on se dit « Ok, super, on aura un chimpanzé, un dauphin, un éléphant. » Vous n'en aurez presque pas. Vous allez avoir du poisson, des abeilles, tout un tas de trucs comme ça. Donc voilà un petit peu comment ça va se décomposer. Dans un premier temps, on va voir ce qui traite de la boîte à outils mentale, c'est-à-dire les capacités intellectuelles, la façon dont les animaux traitent l'information. Ensuite, la communication, comment ils s'échangent de l'information, ou comment ils se mentent. Puis on verra un petit peu la question de l'utilisation des outils, puisque pendant longtemps on a dit « Ah, faire des outils c'est le propre de l'homme ». Et puis bon, Jane Goodall elle s'est pointée en Afrique, elle a fait « Ah, un chimpanzé il utilise des outils ». Bon d'accord, alors on met les chimpanzés dedans. Et il y en a, ils sont partis en Nouvelle-Calédonie, ils ont « Ah, les corbeaux ils utilisent des outils ». Ah, faites chier. Et maintenant on est à un cas où on a même des utilisations d'outils chez les poissons. Donc, ensuite, on verra un petit peu comment se structurent certaines sociétés, et puis on viendra poser la grande question de la conscience chez les animaux, sachant qu'on pourrait traiter beaucoup plus de sujets, bien sûr, j'ai dû faire des tris, donc c'est un tri, mais en réalité, on pourrait tenir, je crois, 4 heures sur la moindre des parties. Tout d'abord, sur la boîte à outils mentale, une chose importante, c'est la mémoire. Un premier truc à garder en tête, c'est la nuance, c'est-à-dire, nous on a tendance en tant qu'humains à mettre beaucoup de valeur dans la mémoire. On a tendance à considérer que quelqu'un qui a une très bonne mémoire est généralement quelqu'un d'intelligent. Ce qui n'est pas forcément faux, mais qui n'est pas forcément vrai non plus. Par exemple, prenons un cas chez des épinoches, qui est super intéressant. Vous avez des épinoches d'eau douce et des épinoches d'eau de mer. Et on leur a appris à manipuler des copépodes qui sont des petits crustacés, et on se rend compte que les épinoches d'eau douce, 2 semaines plus tard, sont toujours capables de manipuler ce petit copépode, alors que les épinoches d'eau de mer, elles ont tout paumé en 2 jours. Donc on pourrait se dire légitimement, les épinoches d'eau de mer sont des connes, et les autres sont les malines. Or, le fait est qu'elles vivent dans des environnements très différents. C'est-à-dire que les épinoches d'eau douce vivent dans un environnement particulièrement stable. Ce qu'elles vont apprendre aujourd'hui leur resservira dans 3 semaines, leur resservira dans 1 an. Les épinoches d'eau de mer ont des environnements très variables, très changeants. Or, c'est plus pratique pour elles d'apprendre, oublier, apprendre, oublier, apprendre, oublier, parce que le territoire change, les proies changent, etc. Et en fait, c'est juste qu'elles sont très bien adaptées à l'environnement dans lequel elles vivent. Une très bonne mémoire peut être handicapante pour une épinoche d'eau de mer. Alors, néanmoins, certaines des meilleures mémoires qu'on trouve dans le règne animal ne sont pas les nôtres. Alors déjà, il y a plein de types de mémoires, les mémoires déclaratives, etc. Là, on va se contenter court terme, long terme. Typiquement, les saumons ont une mémoire assez redoutable, puisque quand ils sont petits, ils vont vivre dans un cours d'eau, dans une étendue d'eau, et ensuite ils vont partir migrer, par exemple ceux qui naissent en France vont partir migrer en haut vers les pays scandinaves. Et pendant longtemps, on s'est demandé comment ils faisaient pour se retrouver quand ils rentraient dans les cours d'eau, pour retrouver leur cours d'eau de naissance. Et bien en fait, ils le font à l'odorat, c'est-à-dire que petits, quand ils passent, ils mémorisent l'odeur de tous les cours d'eau. Et ensuite, quand ils reviennent 1-2 ans plus tard, et ben en fait, ils se dirigent à l'odorat, à l'intérieur des cours d'eau douce, pour retrouver l'endroit où ils sont nés. Alors que pendant 1 ou 2 ans, ils n'ont pas senti le truc. Il faut savoir en plus qu'ils ont un odorat qui est absolument phénoménal. En matière de mémorisation incroyable, vous avez des oiseaux comme le casse-noix d'Amérique. Ça sont des oiseaux qui mangent des graines. Et puis l'hiver, pénurie de graines. Donc qu'est-ce qu'on fait? On planque les graines. Ces oiseaux-là peuvent planquer plus de 30 000 graines dans environ 10 000 cachettes et les retrouver entre 6 et 9 mois plus tard avec un taux d'erreur hyper faible. Vous avez mangé quoi mardi dernier? Et puis il y a aussi ce qui va être la mémoire de travail. La mémoire de travail, on en a une excellente, il y en a d'autres qui en ont une meilleure. Alors maintenant je vous explique ce que vous voyez. Donc, ce chimpanzé a appris à appuyer sur les chiffres dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite ils s'affichent, ils s'éteignent et ils sont remplacés par des carrés. Et de mémoire, il faut appuyer sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant vous l'avez vu faire. Essayez de rivaliser avec Ayumu. C'est bon, ça vous remet à votre place?
Voilà, donc en matière de mémoire à long terme, on a des sacrés monstres dans le règne animal et également dans de la mémoire à court terme. Alors ensuite, on va aussi avoir tout ce qui est catégorisation, qui est quelque chose qu'on retrouve chez à peu près toutes les espèces, parce que ça facilite le traitement de l'information. Qu'est-ce que la catégorisation? C'est quand vous êtes capable d'extraire des similitudes entre différents objets, par exemple, et se dire tout ça c'est la même chose, je peux les gérer de la même manière. Par exemple, si vous voyez un bulldog, un berger allemand et un chihuahua, vous savez que c'est un chien. Vous savez que si vous faites « me fais des bisous », il va venir faire des bisous. C'est pas pour vous. On fera des bisous après. Donc, viens faire des bisous, il va venir. Si jamais vous avez un lion et que vous confondez avec un chien et que vous faites « me fais des bisous », ça ne sera peut-être pas la même chose. Eh bien, la catégorisation, c'est extrêmement important justement pour pouvoir sortir des éléments, parce que si on se dit ça rentre là-dedans, et moi je gère tout le temps de la même manière, j'ai pas à réfléchir à chaque fois à apprendre, ça c'est un chien, si je fais bisous bisous ça marche, ça c'est un chien aussi, ok. Non, l'intérêt c'est de faire des grandes catégories. Ça on l'a montré chez les pigeons, très bien, alors on l'a montré chez plein d'espèces, mais notamment les pigeons, et ce qui est intéressant en plus, c'est qu'ils sont allés plus loin, c'est qu'ils ont appris aux pigeons à appuyer sur un écran, donc on leur présente un écran comme ça, avec un dessin, et on leur a appris un symbole abstrait qui correspond à l'une de ces catégories. Donc voiture, chien, chapeau, arbre, poisson, gâteau, clé, avion. Vous pensez que la plupart de ces catégories sont des catégories humaines du reste. Chaussures, clés, etc. C'est pas des trucs de pigeons. Les pigeons, il n'y a pas... T'as mis où tes clés? Vraiment, manque de poche. Donc, on a montré qu'à travers toutes ces catégories-là, ils étaient déjà capables de ranger tout un tas d'éléments. Donc comme ceci, par exemple, on va les entraîner avec ces chaussures-là. Et ensuite, on va leur présenter des nouvelles chaussures qu'ils ne connaissent pas. Et on se rend compte qu'ils sont capables de dire ça appartient à la catégorie chaussures. Et donc comment ils le font? Eh bien, ils ont appris que chaque symbole abstrait correspond à un mot, correspond à une catégorie. Par exemple, là, je vais faire sur celui-là plutôt, là, on voit que chien, on lui présente ça, et là, on a encore un chien, ça et ça. Donc ça veut dire que pour qu'il réponde juste, il faut qu'il clique 2 fois sur ce symbole-là. Et on voit qu'ils arrivent à le faire. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que là, ils emploient des motifs abstraits, symboliques. Ça, quand ils l'ont fait avec des primates sur des espèces qu'on appelle des lexigrammes, on appelait ça du vocabulaire. C'est-à-dire que techniquement, ils ont 16 symboles abstraits pour désigner des grandes catégories. Donc les chercheurs qui ont travaillé là-dessus, eux, parlent clairement d'un vocabulaire pour utiliser des mots pour représenter des objets qui sont tous dans la même catégorie. Donc c'est assez impressionnant comme étude, en l'occurrence. Et puis on a montré aussi des existences de catégorisation, si mon ordi veut bien, sur les poissons. Par exemple, ils ont fait le test sur les requins. Alors le requin rentre dans un couloir. Donc ça, c'est des labyrinthes en Y. On a beaucoup d'études faites comme ça. Vous avez un couloir, une branche qui part à droite, une branche qui part à gauche. Une des deux est la bonne réponse, l'autre est la mauvaise. Au départ, ils ont entraîné des requins bambous à rentrer dedans. Et puis à droite, il y avait une photo de poisson et à gauche, une photo d'escargot. Photo de poisson, c'est la bonne réponse. Photo d'escargot, la mauvaise. Donc ils ont voulu voir si les requins possédaient la notion de catégorie poisson et de catégorie escargot. Donc ils ont commencé tout le temps avec 2 photos, genre une photo de poisson rouge et une vraie photo d'escargot. Et ensuite ils ont commencé à remplacer la photo du poisson par un dessin de poisson. Et puis l'escargot par, pareil, un truc comme ça, tout vectorisé, tout dégueu. Et ils se sont aperçus que les requins, automatiquement, gardaient la catégorie poisson, gardaient la catégorie escargot, même si c'était plus les mêmes, même s'ils avaient des formes hyper différentes, même si, franchement, quand on regarde un poisson porc-épic comme ça, on n'est plus très loin d'un escargot. Et pourtant, les requins bambous y arrivaient extrêmement bien à le faire. On a montré avec d'autres espèces de poissons, d'ailleurs, qu'ils avaient une très bonne capacité de catégorisation, même avec des rotations. C'est-à-dire, si on leur montrait vue de dessus, vue de dessous, vue de machin, et c'est normal, parce qu'eux vivent beaucoup plus en 3 dimensions que nous. Donc ils sont habitués à voir les autres animaux de dessus et de dessous. Donc ils sont très très bons à ça, en fait. On a également tout ce qui est les capacités mathématiques, puisqu'on a tendance à penser que c'est quelque chose de très humain, les mathématiques, et en fait, on le retrouve à peu près partout dans le règne animal. C'est-à-dire qu'à peu près tous les animaux sont capables de dénombrer à peu près jusqu'à 3 ou 4 précisément, et ensuite à évaluer des quantités. Il y en a plus ou moins. Et ça, chez les humains qui n'ont pas de formation en mathématiques, en fait, ils ont exactement la même chose. C'est-à-dire que souvent, dans des tribus qui n'ont pas de formation en maths, ils vont compter 1, 2, dans leur vocabulaire, vous verrez 1, 2, 3, 4, beaucoup. En général, ça va s'arrêter dans ces eaux-là. Chez quasiment tous les animaux, on retrouve cette même frontière vers 3-4. Donc ça, ce qui est dingue, c'est qu'on le retrouve chez les poissons, on le retrouve chez les poules. Les poules sont des mathématiciennes complètement démentes. On a ces règles-là partout. Et là, tiens, on l'a sur les poules, j'avais complètement oublié que je l'avais mis. Et typiquement, ce que vous allez voir là, donc ça c'est une étude qui a été faite en 2009,
Ici, le poussin a été imprégné sur des capsules Kinder. Alors, qu'est-ce que ça veut dire imprégné? En fait, les poussins, quand ils sont petits, ils passent par une phase critique où ils se lient d'affection à un élément, normalement leur mère, leur frère, leur sœur, qui sont en proximité, et ils créent un lien social très fort. En laboratoire, pour pouvoir contrôler tous les paramètres, ça arrive qu'ils fassent l'empreinte sur un objet. Et donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont imprégné ces poussins sur 5 capsules Kinder. Ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont cacher une capsule Kinder derrière l'écran de droite, puis une à gauche, une deuxième à gauche, une troisième à gauche, une quatrième à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que le poussin qui ne va voir qu'une seule capsule Kinder à la fois soit capable de compter 1, 2, 3, 4, parce que naturellement, il a tendance à aller là où il y a le plus grand nombre. Donc s'il est capable de compter 1, 2, 3, 4, eh bien il devrait se diriger à gauche. Je vous le passe pour qu'on gagne du temps, il le fait. Là, les chercheurs, ils ont poussé le vis, vous allez voir exactement la même procédure, sauf qu'en plus, ils vont déplacer une capsule de gauche à droite et une deuxième capsule de gauche à droite. C'est-à-dire que le poussin doit commencer par une addition, puis enchaîner par une soustraction. Donc là, c'est le départ, on en cache une à droite, puis ensuite 4 à gauche, donc on les déplace l'une après l'autre, donc lui, à chaque fois, n'en voit qu'une seule. Donc là, ils expliquent qu'ils en cachent 4. Ça m'inquiète pour la suite, je devrais avoir du son là-dessus. On verra. Et là, donc, ils en décalent une de la gauche vers la droite, puis une deuxième de la gauche vers la droite. Donc le poussin n'a à chaque fois vu qu'une seule capsule. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Que le poussin va à droite. Ça veut dire que les poussins sont capables, là c'est des poussins qui ont entre 3 et 5 jours de vie, que les poussins sont capables de faire des opérations d'arithmétique dès la naissance. Waouh. Attendez, c'est pas fini. On a montré des capacités numériques chez les abeilles complètement écœurantes. Il faut savoir qu'il n'y a vraiment pas grand-chose comme neurones dans une abeille, mais que leurs prouesses mentales sont absolument dingues. Et donc on a montré qu'elles avaient à peu près les mêmes capacités de dénombrer 1, 2, 3, 4, ensuite faire des approximations. En août de l'année dernière, on a montré qu'elles possédaient la notion du zéro. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais elles savent que s'il n'y a rien, c'est plus petit que 1. Et ça, c'est sorti en janvier dernier. Alors, les abeilles peuvent comprendre les concepts de même que, différent d'eux, au-dessus d'eux, au-dessous d'eux, etc. Donc dans un test comme ce qu'on voit ici, ça ressemble typiquement, donc c'est un labyrinthe en Y, ça ressemble typiquement au protocole même que ou différent d'eux. C'est-à-dire que l'abeille va arriver, elle va voir un motif dessiné à l'entrée, elle rentre dans le trou et elle doit se poser sous le motif qui est identique de manière à avoir une récompense. En général de l'eau avec du sucre. Si elle se trompe, il y aura soit rien, soit une punition, donc dans ce cas-là, en général, c'est une solution amère, qui est un peu écœurante. Sauf que là, c'est pas ce qu'ils ont fait. Là, les abeilles ont appris que si les carrés à l'entrée sont jaunes, il faut soustraire un carré. Si les carrés sont bleus, il faut ajouter un carré. C'est-à-dire, par exemple, là, il y en a 3 à l'entrée, quand elle rentre, il ne faut pas qu'elle aille là où il y en a 3, il faut qu'elle aille là où il y en a 2. Les abeilles y arrivent. C'est-à-dire qu'elles rentrent, elles voient la couleur du truc, et elles produisent une opération arithmétique pour donner la bonne réponse. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire, c'est des insectes. Et puis dans les animaux qui ont été beaucoup testés, alors bien sûr les primates ont été beaucoup testés, mais les oiseaux également, donc les poules comme on l'a vu, les corbeaux, et puis Alex. Alex a été très largement utilisé. Alors Alex, il a fait partie des grandes révolutions, donc en fait c'est l'acronyme de Avian Language Experiment, c'est-à-dire expérimentation sur le langage aviaire, qui s'est transformé plus tard en Avian Learning Experiment. Et Alex, il fait partie des travaux d'Irene Pepperberg à une époque où on considérait que les oiseaux n'avaient pas la structure du cerveau nécessaire pour avoir de bonnes capacités intellectuelles. Donc en gros, personne quasiment étudiait les oiseaux en se disant « de toute façon, il n'y a rien à trouver ». Et puis elle a récupéré Alex et elle a fait exploser les barrières avec ça. Alors ce que vous allez voir ici, j'espère que je vais avoir le son, c'est Alex va... Je crois que je sais pourquoi il va ça. Elle va demander à Alex combien il y a de coins. Non, quelle est la forme, pardon, excusez-moi. Quelle est la forme? Et en fait, Alex répond en nombre de coins. Donc il va dire 4 corners. Je le dis avant parce que c'est en anglais, donc comme ça je fais la traduction avant. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'Alex, quand il y a la BBC, comme c'est le cas là, ça le saoule au plus haut point. Donc, il va dire « can go back ». Est-ce que je peux rentrer? Donc, Irene Pepperberg va lui dire « no, Alex, you can go back », parce que y a la BBC, on ne peut pas se permettre.
Donc, elle va lui reposer une autre question, il va répondre, il va faire can I go back, une autre question, et au bout d'un moment, il va faire can I get some water? Est-ce que je pourrais avoir de l'eau? Là, Irene Pepperberg interrompt, elle lui donne une gamelle d'eau, et on voit très bien qu'Alex ne boit pas du tout. Et à ce moment-là, elle lui dit, est-ce que tu veux vraiment de l'eau? Est-ce que tu me demandes d'interrompre l'exercice? Et là, Alex répond, can go back. Ok. Alors, j'ai pas de son, je vais regarder pourquoi, je crois que je sais pourquoi. Je l'ai débranché tout à l'heure et je l'ai pas mis correctement. Ah si, pourtant. Ah, ça marche, on est d'accord? Pourquoi il n'y a pas de son? Non mais le pire c'est que je l'ai testé avant que vous arriviez, hein, ça marchait très bien. Ok, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de son. Alors ce que je vais faire du coup, vu que je n'arrive pas à en avoir, je vais vous l'envoyer sur le son du projecteur, ça sera moins fort, mais au moins vous aurez un peu de son. C'est juste un faux contact en fait. What shape? Four corner, good boy. Alex hasn't just learned to say a certain word when he sees a particular object. He's paying attention to the questions. How many? 2. That's right. You're a good boy. No, sweetie. No, you can't go back yet. You got. You want some water? All right. Do you want some water, or are you just asking to interrupt? You're just asking to interrupt. I know. Go back. I know. Okay. Donc Alex était réputé pour être une terreur dans les labos. En l'occurrence, au bout d'un moment, Irene Pepperberg a récupéré d'autres grilles du Gabon, notamment Griffin. Et Griffin était très impressionné par Alex, qui était l'ancien, qui était là avant. Et Alex le savait. Et quand Irene Pepperberg posait des questions à Griffin, et que Alex connaissait la réponse, il lui donnait des réponses fausses. Du coup, Griffin, il était tout paumé comme ça, parce qu'il connaissait la réponse, mais... Et dans les anecdotes qui sont marrantes au sujet d'Alex, c'est que Alex aimait bien les bananes, et il connaissait le mot banana, en anglais, et les cerises, cherry. Et donc, quand il voulait une banane, il disait « I want a banana » ou « I want a cherry ». Okay. Et un jour, on lui a présenté une pomme. Or, Alex n'avait pas le mot pour la pomme, mais il trouvait ça cool. Et puis finalement, une pomme, pour lui, ça avait un peu le goût d'une banane, et puis ça ressemblait à une grosse cerise. À partir de ce jour-là, Alex a demandé des banneries. Contraction de banane et de cherry. Et justement, ça introduit la partie sur la communication. Alors la communication, je ferai une focalisation sur la communication orale, mais avant, il y a beaucoup de communications différentes dans le règne animal, c'est-à-dire que l'odeur va avoir une importance, les postures corporelles vont avoir une importance. Alors par exemple, on a la danse des abeilles, qui est un truc complètement dingue, et qui permet notamment un des plus beaux mécanismes de prise de décision du règne animal. Alors comment marche la danse des abeilles, de ce qu'on en comprend en tout cas? Une abeille trouve une fleur. Elle rentre dans la ruche, elle se pose sur les rayons. Là, elle va commencer à faire un cercle sur les rayons. Ok, jusque-là, pas de souci. Ensuite, en réalité, elle va couper le cercle. Donc là, elle va venir comme ça, tac, elle va couper le cercle. Clac. L'angle auquel elle coupe le cercle par rapport au haut de la ruche correspond à l'angle de la fleur par rapport au soleil en sortant de la ruche. Ça veut dire que, par exemple, si par rapport au haut, elle coupe à 45 degrés, quand vous sortez de la ruche, vous prenez le soleil, vous coupez à 45 degrés dans la même direction. Ensuite, les vibrations correspondent manifestement à la distance approximative de la fleur. La rapidité à laquelle elle vient le refaire et le nombre de fois où elle recommence à le faire indiquent manifestement la qualité de la fleur. Ce qui fait que les autres abeilles ont une information assez précise, et ça ne s'arrête pas à ça, puisqu'en plus elles vont transmettre du nectar aux autres, parce qu'elles en ont gardé avec elles. Donc comme ça, les autres auront l'odeur, le goût et la localisation relativement précise de la fleur. Mais en plus, si jamais elles vont sur une fleur et que là, elles se font attaquer par une araignée, eh ben, elles ont un signal d'arrêt. Donc si elles se font attaquer sur une araignée, elles vont rentrer dans la ruche, et toutes les abeilles qui vont danser pour cette fleur, elles vont aller presser l'abdomen à une vibration bien précise pour dire « ferme ta gueule ». Il y a du danger. Et par exemple, les abeilles asiatiques, les Apis cerana, elles, vu qu'elles ont affaire à des prédateurs extrêmement dangereux, typiquement le frelon asiatique, et ben en fait, elles ont une communication dans le signal d'arrêt qui est vachement précis. Elles peuvent dire s'il est sur une fleur ou à l'entrée de la ruche, et elles peuvent donner une idée à peu près de sa taille. Parce que elles ont affaire à des animaux beaucoup plus dangereux que les nôtres.
Alors sachant quand même au vol que quand on parle d'abeilles, moi je parle d'Apis mellifera ici, mais il existe, je crois que c'est 18 000 espèces d'abeilles. Hein. Donc c'est pour ça que nous on entend tout le temps, il faut sauver les abeilles, puis on s'occupe d'Apis mellifera. Ça n'a aucun intérêt, ça c'est des espèces qui... En fait la phrase qu'on entend souvent dans ce milieu-là, c'est vouloir sauver les abeilles en se focalisant sur Apis mellifera, c'est vouloir sauver les oiseaux en se focalisant sur le poulet domestique. C'est exactement la même chose. Et puis on a des communications qui sont complètement inimaginables pour nous, typiquement celle des poissons électriques. On a quelque chose qui est unique aux poissons, qui est le sens électrogène, c'est-à-dire être capable de produire un champ électrique autour de soi. Donc ça, c'est un poisson africain, le poisson éléphant. Et donc, eux, ils ont un organe électrique au niveau de la queue, ils font un champ électrique autour d'eux, qui leur permet de repérer leur environnement. Bon, jusque-là, c'est bizarre, mais ok. Parce qu'il faut penser que, du coup, ils voient par la peau. C'est la déformation des choses dans le champ électrique qui le permet de comprendre ce qu'ils voient. Déjà, c'est super bizarre à imaginer, mais bref. Ensuite, il se sert de ça pour communiquer. À chaque fois qu'il veut évaluer son environnement, il envoie une impulsion électrique, ce qu'on appelle un EOD. Donc c'est cette forme-là. Cette forme-là encode l'identité de l'individu, c'est chez la plupart des espèces, son espèce en tout cas, ça c'est sûr, son statut social, son statut reproducteur, son... Je sais plus, il y a un paquet de trucs, en fait, il y a énormément d'informations qui sont encodées juste dans cette information-là. Donc à chaque fois qu'ils scannent leur environnement, en fait, ils signent. Ils disent c'est Bob qui scanne. Bob. Ah, Martine. Salut Martine. Mais en plus, on sait qu'ils peuvent s'allouer de l'attention. C'est-à-dire quand il y a des poissons électriques, par exemple, qui chassent ensemble, ils synchronisent leur truc pour pas que ça se marche dessus. Pour pas que ça fasse Bob, Martine. Bah, ah. Bon, bah voilà. Eux, ils n'ont pas ce genre de situation bizarre où nous, on se parle en même temps. Ça se produit pas. Mais ça s'arrête pas là. C'est que non seulement ils donnent ces informations-là, qui sont des informations assez fixes. Ah oui, ça indique leur sexe aussi. Ils ont aussi des intervalles. Alors ça, c'est l'ancien nom SPI, ça s'appelle ID maintenant. C'est-à-dire qu'entre chaque impulsion, il va y avoir des délais bien précis. Genre, clic, 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 on va avoir une accélération. Et bien ça, en fait, ça dépend du contexte. C'est-à-dire dans des contextes où ils vont menacer, il va y avoir une certaine alternance d'impulsions. Si jamais ils sont en train d'attaquer, il va y avoir une autre alternance d'impulsions. Si jamais ils sont en train de draguer, il va y avoir une autre séquence d'impulsions. Et vous en avez par exemple des poissons électriques qui vont enchaîner entre des sons, des impulsions électriques, des sons. Leur parade, en fait, c'est une alternance d'impulsions sonores et d'impulsions électriques. Ils mélangent les deux sens, en fait. C'est hyper impressionnant. Moi si j'étais la femelle, je me laisserais avoir. Ah, je l'ai pas mis en vidéo, les poules. Non, je l'ai pas mis. Alors, je vais vous le dire à l'oral aussi, un truc qui est marrant chez les poules, c'est qu'en fait, les poules possèdent ce qu'on appelle un signal référentiel. Donc, un signal référentiel, c'est quelque chose qui n'est pas si fréquent que ça dans le règne animal. C'est un son qui permet d'écrire quelque chose dans l'environnement. Télécommande. Télécommande, même si vous aviez les yeux fermés, vous savez de quoi je parle. Dans votre tête, vous allez créer une image de télécommande. Si je fais « Ah !» on ne va pas vous créer grand-chose, vous ne verrez pas une télécommande. Alors, même si je fais « Ah !» ça ne vous évoquera rien. Donc, un signal référentiel, il évoque un élément du décor. Chez les poules, on a montré qu'elles ont plein de signaux référentiels pour des prédateurs aériens, terrestres, pour de la nourriture, différents types de nourriture. Mais surtout, elles ont un comportement alimentaire qui comporte deux signaux référentiels l'un sur l'autre. C'est-à-dire qu'elles ont un appel de nourriture qu'on appelle le food call. C'est le coq qui va faire boc, 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 boc. Et pareil, il y a plein de variantes dedans qui indiquent j'ai trouvé de la nourriture. Ça sert à attirer les poules de loin. Et puis les poules font pareil avec les poussins. Et ensuite, il a un mouvement corporel qu'on appelle le tick beating, où il va baisser la tête, relever la tête, baisser la tête, prendre le grain, le relever, le lâcher, etc. Ça sert, on pense, à ce que la poule focalise son attention sur le visage du coq, pour qu'elle se souvienne de qui il est. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, les coqs, ils ont des notes TripAdvisor parmi les poules, c'est un peu compliqué, parce qu'ils doivent apporter de la nourriture, enfin bref. Et en fait, on s'est aperçu qu'il arrivait, par exemple, que des subalternes, quand ils ne pouvaient pas se reproduire avec une poule, mais qu'il y avait une poule qui leur plaisait bien dans le coin, et bien ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient ce comportement-là, mais sans le son, de manière à ne pas attirer l'attention de l'autre mâle, en faisant que le mouvement physique, mais pendant ce temps-là, on se rend compte que son attention est complètement sur le mâle, pas du tout sur la femelle. Et donc c'est une espèce de mensonge par omission, c'est-à-dire qu'il ne produit pas le comportement complet, de manière à ne pas attirer l'attention de l'autre mâle. Et en l'occurrence, dans l'expérience qui a été faite, ça marche très bien. Alors, on a plein de façons de combiner les sons. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes choses, mais les sons peuvent être décomposés de plein de manières différentes. Et par exemple, on a des combinaisons, comme on a ici. Par exemple, vous allez avoir des structures temporelles, c'est-à-dire chez ces oiseaux, s'il y a 2 cris identiques ou 7 ou 8 cris identiques, c'est pas la même chose. Il y en a un qui attire les autres à aller voler avec lui, l'autre qui envoie une information
comme quoi il y a un danger au niveau du nid. Vous allez avoir par exemple avec les mônes de Campbell, vous allez avoir des sons par exemple, crack, je m'en souviens jamais, c'est trop chiant, je parle pas le mône de Campbell couramment. Il y en a un en fait, c'est crack veut dire, alors c'est soit le prédateur aérien, soit le prédateur terrestre, mais crack ou, donc avec un suffixe en ou, et ben ça change le sens, ça veut dire il y a un prédateur terrestre. C'est-à-dire c'est pareil, c'est comme au sol, et c'est pas un léopard, c'est un truc genre léopard. Voilà. Donc vous avez différentes façons de faire, vous avez des ensembles, comme on peut retrouver chez des baleines, des ensembles de sons qui n'ont pas de signification par eux-mêmes, mais qui mélangés ensemble ont probablement une signification. Vous allez avoir ce qu'on a ici chez les pomatostaubes, typiquement, c'est par exemple, ils ont un son qui fait A, B, alors j'invente genre, bah, pi. Ça voudrait dire, il faut s'occuper du nid, il y a un problème au niveau du nid. En revanche, pi, bah, pi, donc on rajoute le B, on le met au départ, donc on rajoute un préfixe cette fois-ci, et cette fois-ci, ça veut dire, je vais décoller, suivez-moi. Donc on se rend compte que l'ajout d'un préfixe va changer le sens de la phrase, manifestement. Donc vous allez avoir des variations, et ensuite, bon, on va laisser tomber les structures stochastiques, ça sont très compliquées, mais en gros, selon l'alternance des différents types de sons, ça va avoir aussi une signification différente, genre, alors là, il y a un prédateur, mais il est plutôt au niveau du ciel, mais en fait, il a plutôt des ailes, alors c'est plutôt un oiseau. Alors, c'est pas aussi compliqué que ça, probablement, mais il y a vraiment beaucoup de données. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, vous en avez peut-être entendu parler, on dit, les dauphins, à la fin d'un chant, d'un truc comme ça, ils mettent une espèce de signature. Ils ont un sifflet particulier qui correspond à chaque individu. On s'aperçoit qu'en fait, on le retrouve, déjà les voix individuelles permettent de se reconnaître. On sait par exemple, là je suis en train de travailler sur les animaux de ferme, on sait que les animaux de ferme se reconnaissent très bien à la voix uniquement. Et une brebis, elle est capable de reconnaître la voix de son petit, même 2-3 ans plus tard. Et là, ils ont montré ça chez des trouilles à lunettes, c'est super intéressant, c'est les enregistrements du chant d'un mâle quand il s'adresse à d'autres individus de son groupe social. En l'occurrence, sa compagne et deux de ses petits. Et à chaque série, chaque ligne, c'est un enregistrement à un moment différent, mais l'enregistrement est destiné au même oiseau à chaque fois. Et on se rend compte que, à 3 moments différents, sur sa compagne, on a toujours ce symbole-là, ce spectrogramme-là qui apparaît, sur un de ses enfants, celui-ci, et sur l'autre, celui-ci. C'est-à-dire qu'on pense en fait que c'est l'équivalent de leur nom. C'est-à-dire qu'ils les appellent grâce à ça, en fait. Alors maintenant, au niveau des outils. Donc tout à l'heure, je vous disais, on a trouvé des outils chez les corbeaux, on a trouvé des outils chez plein de bestioles. Mais on va s'arrêter sur celles qui sont un peu le plus dingues. Alors déjà, on le retrouve chez des invertébrés, comme cette pieuvre, qui donc a une jolie coquille pour se protéger. Mais ça laisse tout le dessous vulnérable quand même. Alors les pieuvres, à l'heure actuelle, on ne comprend pas du tout comment ça fonctionne, leur intelligence. C'est un merdier sans nom. Ah, en fait, quand on s'est séparé évolutivement d'elles, les cerveaux n'existaient pas. Donc leur cerveau, à elles, ça a évolué complètement à part. C'est un donut autour de la gorge, avec 2 gros lobes visuels. Et donc là, elle va trouver son autre moitié. Et en plus, il y a tellement de packs de neurones dans les tentacules que les tentacules ont la capacité de faire des actions tout seuls. Donc on ne sait pas à quel point le cerveau contrôle les tentacules, à quel point ils font des trucs tout seuls. Par exemple, là, on va voir un tentacule saisir le truc, ça va se demander si c'est lui qui le saisit, et la pieuvre il fait non, mais là, j'arrête. En réalité, c'est probablement le cerveau principal qui contrôle tout, mais on ne sait pas si, en gros, le cerveau il dit tiens, j'aimerais que tu récupères ça, et puis le tentacule gère tout seul. Mais par exemple, on a montré que si on coupe un tentacule avec de la nourriture, le tentacule apporte la nourriture là où était la bouche avant, quoi. Ah oui, non, mais c'est n'importe quoi. Hein. Vous avez des animaux qui ont un camouflage de dingue, elles ne voient pas les couleurs, les pieuvres. Et voilà, super camouflage. Alors moi, l'étude qui me tue littéralement, c'est l'autre, celle sur les poissons. Moi, elle me fait exploser la tête, celle-là. À la base, c'est une expérience faite sur les morues, qui n'avaient pas du tout pour objectif de découvrir ce qu'ils ont découvert. L'objectif était simple. Souvent, dans les systèmes d'aquaculture et les trucs comme ça, ils entraînent les poissons à s'alimenter tout seuls. Donc, ils tirent un mécanisme qui leur libère de la nourriture. Or, là, c'était ça l'expérience, c'est-à-dire qu'on a, donc ça on va le voir en gros parce que je l'ai en vidéo, on a un dispositif avec une ficelle et un petit bâton. Les morues apprennent à attraper le bâton avec la bouche, tirer dessus, ça allume une lumière, et de l'autre côté de l'aquarium, on libère de la nourriture. Jusque-là, rien de difficile. Les morues apprennent très facilement à faire ça, il n'y a pas de difficulté. Sauf que pour reconnaître individuellement les différents poissons, ils leur ont greffé dans le dos une espèce de petit thé en plastique avec une perle de couleur. Et c'est là que tout dérape.
On a 3 poissons sur les poissons qui sont dans l'aquarium qui, au bout du 4-5e jour, se sont chopés la perle dedans. Donc, gros coup de panique, ils sont coincés, ça active le dispositif, la nourriture tombe, mais eux, ils s'en aperçoivent pas, ils sont en panique totale, ils sont accrochés dans le dos, ils savent pas du tout ce qui se passe. Donc, ok, jusque-là, c'est bizarre. Et puis, donc ça, c'est le 4e jour. À partir du 8e jour, on se rend compte que chez ces 3 poissons, ils commencent à utiliser beaucoup plus souvent la perle que la bouche. Au bout du 11e jour, ils utilisent quasiment plus que la perle. C'est-à-dire qu'à la fin du test, à peu près au bout de 2 semaines, il y a eu une 50aine d'activations à la bouche et 422 utilisations de la perle. Et ils ont amélioré le processus au fur et à mesure. Là, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est poisson 1, poisson 2, poisson 3. Le centre de la croix, c'est l'emplacement du mécanisme. Le rond, c'est là où va être libérée la nourriture. Les différents traits de couleur, c'est les 10 premiers tests. Les 10 premiers tests. Ouais, génial. Donc, là, on se rend compte que c'est complètement bordélique. Ils font à peu près n'importe quoi. Et au fur et à mesure, on voit bien sur le poisson 1 notamment, il va avancer, choper le truc avec sa perle, faire un tour, et avoir la tête directement au niveau de la nourriture. Parce que c'est ça l'intérêt d'utiliser la perle. C'est que si vous tirez avec la bouche, et ben votre tête, elle n'est pas là où la nourriture tombe, donc vous serez forcément en retard sur les autres poissons. Si vous tirez avec la perle, vous pouvez être déjà la tête là où la nourriture arrive. Et là, on voit très bien que ce poisson monte, fait un tour, chope le dispositif, l'active, et il est directement la tête au niveau de la nourriture. Et ils ont tous les 3 une technique tout à fait différente. Et vous allez voir en vidéo, vous allez même pouvoir reconnaître lequel de ces 3 poissons on va voir. Donc là, c'est la première partie où il tire à la bouche. Donc là, il vient, hop, il attrape avec la bouche, il tire. Clac, le dispositif s'allume, la nourriture est envoyée là. Deuxième partie, il va se prendre la perle par erreur. Clac, donc on voit, il bloque, c'est la panique. Les autres vont se nourrir à la place. Puis lui finit par se libérer et y aller après. Et là, il arrive, il fait une boucle, et il est premier à la nourriture. Je vous présente le poisson 1. On reconnaît bien la forme de la boucle. Ça, ils n'avaient pas du tout prévu de découvrir ça. Quand ils ont trouvé ça, ils étaient sur le cul, ils ont fait une publication spécialement pour ça. Parce qu'il faut bien réaliser ce qu'on est en train de voir. On est en train de voir un poisson qui a une espèce de membre artificiel greffé dans le dos qu'il ne voit pas, qui sent par erreur en s'attrapant le truc, et il est capable de comprendre sa structure, la façon dont il est fait, la façon dont il accroche le machin, et ensuite d'agir pour pouvoir activer le mécanisme uniquement avec ce membre en plus. C'est Dr Octopus, le machin. Hein. C'est... Enfin, ouais, moi je trouve ça ultra dingue comme truc. Alors on a aussi bien sûr des tests avec les corneilles les corbeaux de Nouvelle-Calédonie, qui sont très connus pour leur utilisation d'outils. Ça, c'est une étude assez récente qui est sortie cette année, où ils ont montré qu'ils étaient même capables de sélectionner le bois qu'ils allaient tailler pour faire des outils par essence de bois. Parce qu'il y a des bois qui sont mieux pour faire des trucs que d'autres. Et on a montré que même sans les feuilles, donc là c'est les tests qu'ils ont fait, donc ils les représentent avec une tige et des feuilles, l'autre avec une tige, différentes essences. Et on se rend compte qu'en fait il leur suffit juste de la tige. Les feuilles aident, mais juste avec la tige, ils sont capables de reconnaître les essences de différentes plantes et s'en servir et faire différents outils pour aller essayer de récupérer des termites dans un trou, des machins comme ça. Et puis en plus il y a des traditions régionales, parce qu'ils vont faire ça avec des feuilles de pandanus aussi, qui vont couper d'une manière bien spécifique selon les groupes sociaux. Et puis, il y a une expérience qui a été faite en labo qui est intéressante, parce qu'ils sont capables aussi de s'adapter avec des outils artificiels. Là, ce que vous allez voir, c'est Betty. Alors, dans cet enclos, il y a un mâle et une femelle, et puis il y a un tube à essai. Au fond du tube à essai, il y a comme un petit panier, avec une anse. Or, tout ce qu'ils ont, c'est un fil de fer. Un fil de fer rigide, mais un fil de fer quand même. Donc, là, on l'a pas sur la vidéo, mais le mâle, au départ, vient, il essaie de rentrer la tige de fer dedans. Bon, il voit qu'il ne peut pas récupérer la anse, ça marche pas. Donc, il lâche l'affaire. Betty, elle est un petit peu plus insistante. Il n'y a aucun entraînement derrière ce que vous allez voir. C'est elle qui a la nourriture, il y avait pas à l'intérieur. Et c'est elle qui a la nourriture, des petits verres, je pense, des verres de farine. Et donc on se retrouve avec un des seuls autres animaux à part l'être humain qui font des crochets. Donc dans la vie sauvage, ils font des crochets aussi, et Betty a été capable de déduire qu'avec ce matériau-là, on pourrait faire un crochet et le récupérer. Après, des utilisations
il y a une observation qui est assez récente, elle doit dater de quelques mois à peine. Dans un zoo en Angleterre, ils ont observé des corbeaux utiliser leurs propres plumes et les découper d'une certaine manière pour récupérer. En fait, c'est encore la femelle qui a fait ça, parce que le mâle cachait entre deux planches, il cachait sa nourriture et elle ne pouvait pas y accéder. Et du coup, elle a pris des plumes qu'elle a taillées d'une manière bien précise pour pouvoir plus facilement les manipuler, et ensuite elle grattait dedans avec la plume pour récupérer la... Et puis on a aussi des trucs assez troublants chez les insectes, une fois de plus. Ça, c'est chez les fourmis, en l'occurrence. Donc ça, ce sont des fourmis qui ne font pas de trophalaxie. C'est-à-dire que, normalement, les fourmis, quand elles trouvent un liquide, elles l'ingurgitent, elles trouvent une copine, et elles lui vomissent dans la bouche. Ça va, on a tous fait ça. Et ici, ce qu'ils ont voulu tester, c'est sur des fourmis qui ne le font pas. Les fourmis qui ne le font pas, en général, ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent des objets dans leur environnement, donc de la terre, des brindilles, de l'herbe, elles balancent ça dans le liquide, ça imbibe, elles le prennent, elles le ramènent à la fourmilière. Les chercheurs se sont dit, qu'est-ce qui se passe si on leur fournit du matériel artificiel plus efficace? Est-ce que les fourmis vont l'utiliser, ou est-ce que c'est des automates qui vont utiliser tout le temps les mêmes choses que dans la vie sauvage? Et là, on se rend compte que manifestement, au départ, les fourmis vont prendre tous les objets et tout balancer dans le liquide. Donc ils ont fait le test avec du miel mélangé avec de l'eau et du miel pur. Et elles balancent tout dedans. Et ensuite, donc, c'est un petit peu ce qu'on voit là, c'est... ouais, c'est pas assez ici, je vais vous épargner ça. Mais en gros, ce qu'on voit, c'est qu'elles vont jeter absolument tout dedans. Et ensuite, elles vont progressivement un peu tout ramener à la fourmilière et au fur et à mesure tester ce qui absorbe le mieux, ce qui est le plus facile à couper et le plus facile à transporter. Et au fur et à mesure, on voit un affinage et à la fin, elle n'utilise quasiment plus que les trucs les plus efficaces, qui soient naturels ou non. Notamment l'utilisation de papier absorbant, l'utilisation d'éponges ont explosé et sont montées largement aussi haut que l'utilisation des éléments qu'elles utilisent normalement dans la vie de tous les jours, qui absorbent très bien aussi. Et on se rend compte que c'est tout à fait parallèle au pouvoir d'absorption des choses. Mais on se rend compte qu'en plus, elles ne font pas pareil selon les liquides. Si c'est du miel ou de l'eau, ça ne va pas être les mêmes outils absorbants qui vont être utilisés. Et il y a un vrai test, c'est-à-dire que l'importance de pouvoir le couper et manipuler facilement rentre en jeu également. Ce qui est super fou, quoi, parce qu'on a une vraie sélection. Fourmis, 250 000 neurones à peu près. 86 milliards d'êtres humains. Ça fait une grosse différence. Et donc on le retrouve chez leurs cousins, les bourdons. Alors cette étude, elle est intéressante et elle va nous permettre d'enchaîner sur la partie des sociétés derrière. Ça, ce que vous allez voir, c'est un bourdon qui a appris à butiner dans une fleur artificielle. Là, vous avez des fausses fleurs, donc un disque en bois, on ne va pas se mentir, avec au milieu un trou et une récompense. Une corde, une plaque de plexiglas qui obstrue l'accès à la fleur. Que doit faire le bourdon? Tirer à la corde et ramener la fleur. Les bourdons le font. Mais là, ce qu'ils ont voulu faire, c'est faire rentrer un autre bourdon qui ne connaît pas la technique. Et regardez si ce comportement peut se transmettre aux autres membres de la ruche. Devinez. On observe plusieurs phases. Première phase, le bourdon qui ne connaît pas va juste essayer de chouraver tranquillement la récompense de l'autre. Ce qu'on observe en ce moment. Deuxième phase, il va commencer à se poser à côté, et puis on dirait, regardez ce que fait l'autre. Troisième phase, il va commencer à vouloir tirer aussi. Alors, autant vous dire que quand vous avez 6 pas de chacun, c'est vite la merde. Donc c'est un peu laborieux, et au bout d'un moment, il va apprendre lui-même ce comportement. Et puis si d'autres bourdons sont libérés dedans, ils vont observer comment celui-ci fait, qui vont l'apprendre, et ensuite vous pouvez retirer tous les bourdons qui avaient appris ce comportement premier, le comportement reste dans la ruche. Parce qu'il a été transmis d'individu en individu. C'est comme ça que vous créez des cultures. On n'est pas sur un cas d'apprentissage pur, on va en parler après de cas d'apprentissage pur. Là on est sur une influence sociale, mais ce n'est pas un apprentissage. Mais le fait est que ça se transmet quand même dans la totalité de la ruche. En revanche, la danse des abeilles est un vrai apprentissage. Bon voilà, c'est très long, c'est pas beaucoup plus intéressant après. Et donc ça nous emmène sur les questions de société. Parce que les autres animaux peuvent avoir, eux aussi, plein de structures sociales, d'une richesse absolument démente. Par exemple, là je suis en train de travailler justement sur les animaux de ferme. Et vous prenez par exemple les chèvres, vous avez une règle globale de fonctionnement chez les chèvres qu'on retrouve chez beaucoup d'ongulés, c'est-à-dire un groupe matrilinéaire de femelles avec la mère, ses sœurs, ses petits, d'environ 6-7 individus, des mâles solitaires ou des mâles qui vivent en groupe. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, vous le verrez presque jamais. Vous avez des groupes qui vivent en mixte avec les femelles et les mâles ensemble, des trucs comme ça. Donc
faut savoir que tout ce qu'on va expliquer, c'est souvent très flexible. Ça dépend beaucoup des situations. Toutes ces sociétés-là ont des organisations, et des organisations qui s'adaptent aussi aux individus, à la composition des membres du groupe, à ce qu'on a à portée de main, et si on n'a pas des gens trop cons dans le groupe. Ce qui est le cas, non, ce qui n'est pas le cas, pardon, du groupe de macaques ici. Alors cette histoire elle est intéressante, c'est assez vieux, c'est très connu comme histoire. C'était en fait des jeunes chercheurs japonais qui devaient travailler sur des chevaux. Ils devaient observer le comportement des chevaux. Et puis il y avait un groupe de macaques du Japon qui vivait sur l'île à côté, et puis ils les observaient. Puis bon, un jour comme ça, ils se sont dit tiens, on va leur donner à manger des patates. Ils ont jeté des patates dans le sable. Alors forcément, des patates dans le sable, c'est pas très cool, hein, ça croque sous les dents. Donc, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé une petite femelle, Imo, qui a commencé à prendre des patates et les laver dans l'eau. Donc là, ils se sont dit et puis, petit à petit, les camarades d'Imo ont commencé à faire pareil. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est transmis dans tout le groupe, les derniers étant bien sûr les mâles dominants, puisque ce sont ceux qui sont le plus réfractaires au changement. Puisque c'est eux qui ont raison. Mais pas sur ce coup-là. Et donc, les chercheurs se sont dit, ok, très bien, on a une transmission sur le comportement de nettoyage de patates qui existe que dans cette communauté-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on leur donne des patates propres et qu'on les met dans un environnement propre? Eh bien, ils se sont aperçus que Imo continuait à nettoyer ses pommes de terre, mais que dans l'eau salée. Imo venait d'inventer les condiments. L'eau salée, ça permet d'avoir des patates bien meilleures que l'eau normale. Je suppose qu'à l'heure qu'ils en sont aux frites, je ne sais pas. Et après, ce qu'ils ont fait, ils ont fait le test avec du riz aussi. Et Imo, toujours Imo, qui était un peu le Einstein du groupe, ils ont balancé le riz dans le sable. Donc là, le riz dans le sable, bien comme des cons. Hein. Ah bah non, Imo, elle a pris une poignée, elle a tout foutu dans l'eau de mer, le riz flotte, le sable coule. You win. À Koh-Lanta, Imo. Donc voilà, et c'est marrant parce que ce comportement de nettoyage, on l'a observé pareil cette année, je crois, ou l'année dernière, chez des sangliers, qui nettoyaient des pommes aussi dans un petit ruisseau. Alors, je parlais d'apprentissage. Pour qu'on puisse parler d'apprentissage, et pas juste d'influence sociale, il faut qu'il y ait un comportement complet. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que l'individu qui apprenne à l'autre ne fasse ce comportement que quand l'autre est là, quand un individu qui ne connaît pas le comportement est là pour observer. Il faut qu'il ne tire rien de ce comportement, et il faut que l'individu qui observe en sorte avec une connaissance supérieure à ce qui aurait été s'il n'avait vu personne. C'est compliqué cette phrase. Je vais vous expliquer avec ce truc-là. Par exemple, les suricates. Les suricates vivent en famille. Bon. Sauf que les suricates, ils vivent dans des déserts qui sont un peu tendus au niveau proie, puisque une de leurs proies principales, c'est des scorpions. Donc forcément, quand vous êtes un bébé suricate trop choupinou comme ça, et qu'on dit « à manger le scorpion !» Non. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils vont apprendre petit à petit. Au départ, les frères et sœurs sont en charge de s'occuper des plus jeunes. Ils vont commencer à tuer des scorpions et à leur amener des scorpions morts. Relativement safe. Ensuite, ils vont avancer en âge. Là, il va falloir qu'ils apprennent à se démerder tout seuls. Et bien les frères et sœurs, ils vont choper des scorpions, couper le dard, et leur amener les scorpions vivants, mais neutralisés. Donc là, les petits vont se faire un peu pincer, mais ils vont apprendre à manipuler les scorpions. Et plus ils vont avancer en âge, plus les adultes vont leur amener des scorpions, en tout cas leurs frères et sœurs vont leur amener des scorpions complets. Donc on a un apprentissage et on a un enseignement complet, puisque les grands s'adaptent au niveau des petits. Ils ne sectionneraient pas la queue juste pour eux, ils font ce comportement que pour l'autre, et le petit ne pourrait pas apprendre à chasser des scorpions par lui-même, car sinon il serait mort. On a le même truc chez les poules avec les poussins notamment. Les poules sont très précises sur ce que mangent les poussins, et elles sont très sensibles aux erreurs des poussins, et elles les interrompent quand ils commettent des erreurs. C'est-à-dire par exemple une poule qui apprend que des grains verts sont comestibles et les grains rouges ne sont pas comestibles parce qu'ils ont été trempés dans une solution amère. Si elles voient les poussins manger des grains rouges, alors que pour eux, ils n'ont pas de mauvais goût, les poules deviennent complètement tarées. Donc elles sont capables de percevoir que le poussin fait une erreur par rapport aux connaissances de la poule elle-même. Donc forcément, tout ça, ça peut permettre la naissance de traditions, voire des traditions débiles, comme celle-ci. Ce que vous voyez là, c'est Julie avec une feuille dans l'oreille, une herbe dans l'oreille. Évolutivement, l'herbe dans l'oreille, ça sert à rien. C'est à peu près l'équivalent de la jambe de pantalon relevée, là, comme on a eu une époque. C'est un peu le même truc. Et globalement, on a trouvé d'autres individus du groupe social de Julie avec des brindilles dans l'oreille. Encore aujourd'hui, personne n'a aucune idée de pourquoi. Et on en a 2-3 des cas comme ça. On avait un cas d'une femelle dauphin qui avait été blessée et récupérée dans un marineland pendant un petit moment. Et dans le bassin où elle était, elle voyait les autres qui faisaient ce qu'on appelle du tie walk, c'est-à-dire qu'ils marchent sur la queue comme ça.
Et ensuite, elle a été libérée, sachant qu'elle n'a jamais appris ça. Et pendant encore 5-6 ans, ils ont observé un dauphin au large qui faisait des tie walks. Et il y en a une autre de son groupe social aussi qui le faisait. Ensuite, il y a toute une question... Ah, je vais pas faire mon intro avant, sinon ça va vous donner la réponse. Je vais vous montrer une vidéo. Il va se passer un truc extrêmement important dans cette société de Lycaon. Essayez de voir quoi. Voilà, c'est terminé. Je vous le remets. Regardez bien attentivement. Des idées? Ouais. C'est bizarre, ils se donnent des coups de tête, ils baissent la tête. Ils éternuent, précisément. Ah. Et c'est effectivement ça, le comportement qui est intéressant. Bah, ils s'appellent, non? En fait, ils votent. Ah. Ils votent. C'est-à-dire que chez les Lycaons, l'éternuement équivaut à un vote. Ce qui veut dire, c'est que, ce qu'on vient de voir, c'est que le Lycaon de droite aimerait partir, il vient d'éternuer pour dire « je veux partir », l'autre a validé dans son sens. C'est ça qu'on vient d'observer. Et on s'est rendu compte que plus on était haut dans la hiérarchie des Lycaons, moins on avait besoin de votes pour déclencher le mouvement du groupe, et plus on était bas, plus au contraire, il fallait avoir beaucoup de votes. Donc tout le monde peut déclencher le groupe, mais dans ce cas-là, il faut un consensus plus large. Et ça peut être très variable d'une société à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui vont voter de cette manière-là, on va avoir des singes qui vont commencer à se diriger dans la direction où ils veulent aller. Chez les vaches, ça va être très différent. Chez les vaches, ça fonctionne à l'influence. C'est-à-dire que les vaches, elles sont très Snapchat, Instagram. C'est... Plus une vache va avoir des relations sociales, plus il y a de probabilité qu'elle puisse déplacer le groupe. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, elle a beaucoup d'amis qui sont très influentes elle-même, elle va être très influente, elle va avoir beaucoup d'amis très influentes, ben, quand elle va se lever, ses amis très influentes vont la suivre, puis celles qui sont impressionnées par les amis très influentes vont suivre, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on retrouve des individus qui sont toujours les mêmes, qui dirigent des groupes, et qui sont considérés comme le leader du groupe, alors que ce n'est pas du tout des individus qui seraient hauts dans une hiérarchie, pour peu qu'on puisse parler d'une hiérarchie chez les vaches d'ailleurs. Mais, par exemple, des expériences chez les zébus montraient qu'il y avait une femelle, donc les zébus c'est une espèce de sœur des vaches, hein. Il y avait une femelle qui dirigeait le groupe le matin pour aller paître. Et ils ont testé en fait en retenant cet animal. À ce moment-là, vous avez tout le troupeau qui sort, qui se retourne, puis elle est où Alma? Ah, tout le monde se couche et attend. Donc à ce moment-là, ils ont maintenu Alma, qui était la femelle qui dirigeait le matin. Il ne s'est rien passé, donc du coup c'est Dora et Rosvita qui étaient les deux femelles qui ramenaient le troupeau le soir, qui ont pris le relais et qui ont dirigé le troupeau. Et donc là, ils ont libéré Alma, et Alma a récupéré toute la queue et s'est mise devant et a redirigé son truc, quoi. Alors forcément, pour que ces sociétés fonctionnent, il faut qu'il y ait des règles. Parce que souvent, on va dire, oui, la morale, l'empathie, etc., c'est un truc typiquement humain. Bien sûr, oui. Typiquement, chez l'empathie, on l'a montré, ça a été largement testé chez les rats. C'est-à-dire, par exemple, un rat qui voit un camarade qui est enfermé dans un dispositif comme ça, sachant que là, vous ne voyez pas la totalité, c'est qu'il y a un deuxième dispositif équivalent avec du chocolat dedans. Question, vous libérez votre pote ou vous mangez le chocolat d'abord? Je ne veux pas connaître les réponses. On pourrait être déçu. Eh bien, chez les rats, on se rend compte que plus de la moitié du temps, ils vont libérer le camarade avant d'accéder au chocolat, ou alors ouvrir le chocolat, en manger un bout, en laisser aller libérer le camarade. Dans des expériences assez similaires où l'autre est en situation de pseudo-noyade, eh ben, on se rend compte que le rat va être encore plus rapide à ouvrir le mécanisme, d'autant plus s'il lui a déjà vécu cette situation-là. Et puis là, on a des tests sur l'altruisme, l'aversion à l'inégalité. L'aversion à l'inégalité, c'est quand on n'aime pas que les choses soient injustes. Et ça, c'est pas un truc typiquement humain, hein. Ça, on le retrouve chez plein d'espèces. Et typiquement, chez les rats, ils ont montré que donc le rat a le choix de rentrer, c'est une boîte divisée comme ça, il peut rentrer à gauche ou à droite. Et s'il rentre, par exemple, à droite, eh bien, le rat qui est en face, qui rentrera aussi à droite, recevra la même quantité de nourriture que lui. S'il rentre, enfin, à gauche par rapport à lui, donc en haut, le rat d'en face recevra plus de nourriture. Pas très juste. Et bien on se rend compte que si on met un vrai rat, il a tendance à toujours rentrer dans celle où les deux auront la même récompense. Si en revanche on met un faux rat ou un jouet ou rien du tout, il rentre aléatoirement dans n'importe laquelle des deux. Donc il tolère, mais c'est surtout chez les mâles dominants d'ailleurs. Et là, du coup on se rend compte que quand c'est noir, c'est social, donc on a un comportement d'égalité beaucoup plus prononcé dans le noir, et quand c'est un jouet, c'est beaucoup plus là. Mais on se rend compte qu'il y en a qui ont tendance à préférer donner la même chose aux jouets. Hein. Il y en a des moins sympas que d'autres.
Ça, c'est un test, la version inégalité que vous pouvez faire avec les chiens, qui marche très bien. Vous prenez 2 chiens, et vous demandez au premier, donne-moi la patte. Il donne la patte. Et bien, t'es un bout toutou. Donne-moi la patte. Donne-moi la patte. Ok, très bien, il va le faire, pas de souci, vous pouvez faire ça pendant 1 heure, le chien va le faire, un chien c'est con, il le fera. Bref. Ensuite, vous prenez un 2e chien que vous mettez à côté. Et là, vous faites, donne-moi la patte, merci. Donne-moi la patte, merci. Tiens, une récompense. Donne-moi la patte, merci. Donne-moi la patte, merci. Tiens, une récompense. Celui-là, au bout de 10 minutes, il arrête. Hein. Même pas 10 minutes. 30 secondes, il vous donne plus la patte. Et il va se coucher. C'est ce qu'on voit là, au bout d'un moment, le chien va se coucher et refuser catégoriquement de donner la patte. Parce que c'est dégueulasse. Et le plus bel exemple qu'on a, c'est avec les singes capucins. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais les capucins, dans leur société, la justice, c'est... On déconne pas avec ça. Donc là, ce que vous allez voir, donc ça c'est Franz de Waal, qui est un primatologue extrêmement célèbre, et c'est une de ses expériences. Donc ce qu'on va voir, c'est 2 femelles capucins. Ces 2 femelles capucins, elles ont jamais fait cette expérience de leur vie. Donc au départ, je vais mettre la vidéo. Hop. Donc au départ, ce qu'on va observer, c'est les 2 femelles dans des cages, et l'objectif est le suivant. L'expérimentatrice va leur donner un caillou, voilà, là il explique, bon, j'expliquerai après. Là il explique donc que la moralité s'appuie sur 2 choses, la réciprocité, donc la justice, et l'empathie avec la compassion. Donc là, ce qu'ils vont faire, l'expérimentatrice donne un caillou, la femelle doit le prendre, le rendre à l'expérimentatrice, et en échange, on lui donne une récompense. Très simple. La première, on va lui donner un caillou, et elle va le rendre, et on va lui donner un concombre. Et ça va très bien se passer. Le concombre, c'est bien. La deuxième, on va lui donner le caillou, elle va le rendre, mais elle aura un grain de raisin. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le raisin, c'est quand même un peu mieux que le concombre. Donc ça veut dire que elle... À la fois d'après, on va lui donner le caillou, elle va s'attendre à avoir ça. Sauf qu'on va lui redonner un concombre. Je vous laisse voir. Vous allez voir la grosse différence entre la première fois où le concombre est totalement acceptable comme récompense, et puis la deuxième partie. Allez France, on y va. Donc, celle de gauche, c'est celle qui aura les concombres, celle de droite, celle qui aura le raisin. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. C'est cruel, hein? Mais tout ça pour bien voir qu'il y a des règles, et des règles qui doivent se respecter, même dans les sociétés animales. Alors des sociétés, comme je disais, vous allez avoir plein de phénomènes qu'on va retrouver. Alors déjà, on a des phénomènes de réconciliation, on en a observé chez les chèvres aussi d'ailleurs. Mais là, ce sont des phénomènes de réconciliation pré-conflit. C'est-à-dire qu'en gros, on vient de leur donner à manger, et comme le fait d'avoir à manger, ça crée un peu de la tension, ça crée un peu de la compétition, en fait, on a de la pré-réconciliation pour faire baisser la tension avant l'alimentation. On a également de la coopération qui est très importante. Par exemple, chez les loups, là, cette expérience-là, on l'a testée avec beaucoup d'animaux. En gros, c'est une grande table horizontale, un peu comme celle-là, avec 2 ficelles, et elle est sur des rails. Du coup, si vous tirez qu'une ficelle, la table se met en travers, et vous ne pouvez plus faire venir la nourriture. Et ce qu'on fait en général, c'est qu'on libère un premier animal, qui doit attendre qu'on libère un deuxième un peu plus tard, et qu'à 2, ils tirent ensemble. Et on se rend compte, par exemple, que chez les loups, l'absence de coopération est fortement punie. Par exemple, dans une expérience, à un moment, on voit un jeune loup qui rentre, qui est comme un fou, il chope la corde, il tire, il fout le truc en vrac, et là, il libère un deuxième loup un peu plus âgé. Quand il arrive et qu'il voit que le truc est bloqué, oh, il prend une branlée, l'autre.
Donc voilà, mais en revanche, ils arrivent très bien à le faire. C'est-à-dire qu'au départ, il y en a un qui est un peu impulsif comme ça, puis après, ils coopèrent comme ça. Vous allez avoir aussi des coopérations entre espèces. Ça, c'est un truc complètement dingue, qu'on observe par exemple entre les mérous et les murènes. Donc, les mérous, c'est du gros poisson. Hein, vous prenez un mérou Goliath, c'est plus grand que ce machin-là, c'est du gros couille. Et donc, ce sont des nageurs absolument phénoménaux. Ce qui fait que quand ils poursuivent un petit poisson, eh bien, ce petit poisson, il suffit de rentrer dans une crevasse, et le mérou, il est comme un con. Mais les mérous, ils sont pas comme des cons, parce qu'en général, ils connaissent les autres animaux de la région. Et donc, en général, ils vont aller chercher une murène, et ils ont développé une communication avec la murène, ils ont une danse bien spécifique pour demander à la murène de venir chasser avec eux. Et on a observé, il n'y a pas très longtemps, qu'en plus, ils sélectionnent les murènes par leur niveau de compétence. C'est-à-dire les murènes qui sont nuls à la chasse, ou qui viennent même pas, en fait, ils arrêtent d'aller les chercher, ils vont en chercher d'autres. Et sur les expériences, ils ont comparé ça à des expériences de coopération chez les chimpanzés, et les mérous ont des résultats à peu près similaires à ceux des chimpanzés sur la sélection d'un partenaire. Et donc les mérous vont chercher la murène. Hop, tiens, viens avec moi. Alors les murènes, c'est des animaux qui chassent pas la journée comme les mérous et qui aiment bien dormir dans les crevasses. C'est pas gagné de les faire venir, parce que déjà elle pionce. Ensuite elle va sortir, puis vous lui dites, va chercher le poisson dans la crevasse. C'est bien qu'elle rentre dans la crevasse et elle se rendort. Donc c'est assez dur de maintenir la murène en état, ou alors elle va partir, puis elle va commencer à partir dans l'autre sens. Alors là les mérous vont les chercher, ils les repoussent dans le bon sens. Et en plus on a observé un truc vraiment super fou. Alors là vous devez vous demander, bah oui mais la murène elle gagne quoi? En fait la murène va rentrer dans les crevasses, et soit elle arrive à choper le poisson et c'est elle qui gagne le poisson, soit le poisson ressort et le mérou attend dehors, et comme je le disais, c'est un nageur extrêmement rapide, donc lui chopera la proie, et la proie elle a peu de probabilité de s'en tirer à l'aise. Et il n'y a pas de partage pour le coup. Et donc le mérou, s'il a besoin d'indiquer où se trouve la proie, eh bien il peut le faire, c'est-à-dire qu'on a observé que les mérous vont se mettre à pointer au-dessus du trou dans lequel est rentrée la proie. Ils sont même capables d'attendre qu'un poisson passe, par exemple des poissons Napoléon, qui ont des très grosses dents qui peuvent casser le corail. Par exemple, eh bien, les mérous vont attendre qu'un poisson passe pour lui indiquer où est rentré le truc pour qu'il vienne l'aider à chasser l'autre animal. Et ça, c'est, comme on le disait tout à l'heure, un signal référentiel qui fait référence à l'endroit où est rentrée la proie. Et c'est, à ma connaissance, l'un des seuls signaux référentiels observés chez les poissons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, hein, mais c'est le seul qu'on a observé en tout cas. Donc c'est assez phénoménal cette chasse coopérative. Et même, il y a des espèces de mérous qui chassent avec des pieuvres. On n'est même pas dans le même univers. Pas de problème. Et puis dans les structures sociales, vous avez vraiment absolument de tout. C'est-à-dire que souvent, nous, on a l'idée des mâles alpha, des femelles alpha, des groupes dominants, des hiérarchies très solides, parce que c'est un truc qui est assez imprimé dans l'univers des singes. Donc, en tant que primate, c'est un truc qui est assez classique dans nos structures sociales. Ok, cool. Or, c'est pas aussi large que ça. Vous avez tout un tas d'autres structures un peu plus flexibles. Chez les poules, ça va fonctionner en harem, par exemple, donc assez proche des primates. Chez plein de mammifères, ça ne va pas être le cas. Par exemple, les vaches, c'est pas du tout le cas. Les vaches vivent en énorme société de copines et de détestation, mais en fait, il y a une préséance des anciens. Les anciens ont toujours la place, s'ils veulent la place, par exemple, se mettre à un endroit plus cool. Une vache plus ancienne va demander à l'autre de se pousser de sa place dans le bus, hein, comme chez nous. On ne parle pas d'une hiérarchie dans ce cas-là. Bon, chez les vaches, ça va être un peu ça. C'est-à-dire que les plus âgés auront la priorité sur les ressources, mais en réalité, on n'a pas vraiment de hiérarchie claire chez les vaches. Mais il y a quand même un truc par l'âge, donc une espèce de notion conceptuelle. Une qui est très intéressante, c'est les hyènes tachetées. Les hyènes tachetées, elles ont des sociétés, donc pareil, basées sur un concept, mais surtout basées sur des dynasties. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir des groupes familiaux qui dominent invariablement d'autres groupes familiaux. Par exemple, imaginons que vous ayez la hyène qu'on va appeler A, et la hyène qu'on va appeler B. La hyène A domine toujours la hyène B. Donc si la hyène A fait des petits, A1, A2, A3, etc., eh bien, tous ces petits-là vont dominer B. A1 domine B, A2 domine B, A3 domine B. Et dominent tous les enfants de B également. Au sein des petits, ils sont eux-mêmes en ordre hiérarchique par ordre de naissance. C'est-à-dire que les plus jeunes sont au-dessus des plus âgés. Là, c'est l'inverse. Et on se rend compte que là, je vous parle sur 2 femelles. Mais ça, ce sont des sociétés matriarcales, c'est-à-dire que les mâles sont des merdes dans ces sociétés, aucune considération. C'est des sociétés de femelles, de groupes de femelles qui fonctionnent en alliance. Et en fait, vous allez avoir des dynasties qui vont lutter contre d'autres dynasties, c'est Game of Thrones le machin, et qui vont rencontrer, et là je vous parle de 2 femelles, mais on est dans des sociétés de 60, 70 individus par moment. Donc c'est une espèce d'enchevêtrement social d'une très grande complexité. Ça, on l'oublie souvent quand on regarde les autres animaux, on les voit dehors, on voit des corbeaux, des trucs, et on se dit, bon bah voilà, là il y a 4 corbeaux les uns à côté des autres.
Ah non, mais ils sont en train de vivre des trucs que vous imaginez pas à ce moment-là. Ils sont en train de faire des alliances, des machins comme ça, c'est super compliqué. Hein. Pas chez toutes les espèces, mais typiquement chez les corbeaux, c'est le cas. Donc là, c'est ce qui se passe si vous appuyez sur la mauvaise touche du PowerPoint. Donc ensuite, on va attaquer la question de la conscience, et on n'y répondra pas ce soir, parce que c'est une question beaucoup trop compliquée, qui mobilise autant les philosophes que les chercheurs, que... Donc je vais mettre un gros... on va dire... Ce qu'on va expliquer vraiment, on va aborder la question, on ne va pas du tout y rentrer en profondeur. Mais on va voir les grands tests qui sont utilisés pour essayer de montrer si les autres animaux ont une conscience, comment ils perçoivent le monde par rapport à leur propre existence et ce qu'ils se perçoivent eux comme des sujets. Alors l'un des tests les plus classiques, c'est le fameux test du miroir, dont certains d'entre vous ou certains ont probablement déjà entendu parler. Le test du miroir, on considère souvent que c'est un test de reconnaissance de soi. Si je me reconnais dans le miroir, j'ai conscience que j'existe en tant qu'individu subjectif. Alors, comment ça marche en détail? Le test du miroir, première phase, vous prenez un animal, vous le foutez à un miroir. En général, il va essayer de le défoncer. Parce que la plupart du temps, c'est considéré comme un rival ou une rivale, un truc comme ça. Deuxième phase, si l'animal se reconnaît dans le miroir, il va commencer à avoir des gestes un peu bizarres, genre... Donc il va essayer de voir si ce qu'il fait, c'est répercuté par le miroir. S'il se reconnaît, troisième phase, il va regarder des parties de son corps que normalement il ne voit pas dans le miroir. Donc chez les chimpanzés, qui sont nos cousins immédiats, je vous laisse imaginer. Dernière phase, on prend l'animal, on l'endort, et on lui met une tâche à un endroit que normalement il ne peut pas voir. Par exemple sur les éléphants, sur la tempe. Et on remet le miroir, et on regarde si l'animal essaie d'enlever la tâche sur lui-même, ou s'il essaie de l'enlever sur le miroir. Or, donc ça indiquerait, s'il l'enlève sur lui-même, que il reconnaît que c'est son image dans le miroir, donc que c'est bien lui, donc il a conscience de lui. Ce test est très limité. Il est intéressant dans une certaine limite, mais il a de grosses limites. Première grosse limite, c'est un test purement visuel. Vous prenez les cochons qui voient que dalle, mais qui ont un odorat de ouf, jamais ils passeront le test du miroir, les cochons. Mais parce que leur vision ne leur permet pas de le faire. Et puis en plus, manifestement, ils ne servent quasiment pas des indices du visage pour se reconnaître. Contrairement aux autres animaux de ferme, ils utilisent beaucoup plus l'odorat pour ça. Donc après, sur des animaux visuels, effectivement, on a des résultats. Hein. Sur les pies, typiquement, on a mis une gommette sous la gorge. Donc là, elle a la gommette sous la gorge, normalement. Elle ne peut pas y accéder. Et donc on entend souvent, alors vous voyez, il y a les gorilles qui ont réussi le test du miroir. Alors, hyper discutable, parce que les gorilles sont des animaux qui ne se regardent pas dans les yeux, parce que s'ils se regardent dans les yeux, ça veut dire « je vais péter ta race, toi ». Donc forcément, ils ne se regardent pas dans les yeux, les gorilles. Donc on a pu le faire qu'avec des gorilles qui avaient été élevés par l'homme, donc qui n'avaient pas ces comportements-là. Les chimpanzés, les chimpanzés réussissent ce test du miroir sans problème. De mémoire, c'est 20 sur 90 qui l'ont réussi. C'est pas énorme comme stat, ça passe. Donc, pas fantastique non plus. Les éléphants, vous en avez 1 sur 3. Parce que oui, il n'y a que 3 éléphants à ma connaissance qui ont été testés. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous faites les parallèles, et c'est pour montrer à quel point on peut avoir plein de préjugés. On entend tout le temps que les dauphins passent le test du miroir. Alors moi, de toutes les études que j'ai trouvées sur les dauphins, on va à la phase de l'attache. Mais le problème, c'est qu'enlever l'attache quand vous êtes un dauphin, c'est plus compliqué. Donc on considère qu'à partir du moment où le dauphin regarde l'attache, c'est bon, c'est validé. Ok ? Parce que c'est un dauphin. Février dernier, on nous fait ça sur le labre nettoyeur. Le labre nettoyeur, qui est un poisson d'une intelligence absolument remarquable. C'est une petite merdouille comme ça, mais alors, ça dépote. J'ai pas raconté ces sociétés, mais pareil, ça fait partie des sociétés ultra complexes, les labres nettoyeurs. Mais d'ailleurs, dans le livre dont on parlait tout à l'heure, j'explique leur société. Et là, ils ont fait le test du miroir. Ils leur ont fait passer avec une tâche sous la gorge, notamment. Et contrairement aux dauphins, ils ont un comportement pour gratter les marques, s'ils ont des marques. Donc s'ils ont des taches, des trucs comme ça, parce que c'est des poissons qui mangent les parasites. Donc ils sont habitués à reconnaître des parasites sur les corps et à les enlever. Or, on se rend compte que tous les poissons, quasiment, je ne vais pas rentrer dans le détail, se mettent face au miroir, notent la tâche, descendent par terre, grattent le truc et se remettent face au miroir. Donc on a un des plus beaux tests du miroir qui ait jamais été passé. La conclusion, le test du miroir n'est pas fiable. Je suis d'accord, mais le fait est que c'est marrant parce qu'avec les dauphins, on va même pas jusque-là, on dit pas de problème le test du miroir. On fait ça sur un poisson? Ah ouais, mais non.
Donc en réalité, il y a quand même dans l'univers de la science, il y a quand même des préjugés, parce qu'ils savaient très bien, à mon avis, alors là c'est mon avis personnel, mais je pense qu'ils savaient très bien que s'ils finissaient un truc en disant il est probable que ces poissons aient au moins un niveau de conscience de soi, ce qui est très probable quand on connaît tout l'état des connaissances autour d'eux, ça a probablement été rejeté au moment où ça a été lu par d'autres scientifiques pour être publié dans les journaux scientifiques. Il y a de bonnes probabilités que s'ils étaient allés trop loin dans les conclusions, cette étude aurait été rejetée. Donc ils ont fait un résultat un peu mitigé de manière à ce que ça passe plus facilement. Ça c'est mon hypothèse. Mais j'y crois. Donc on peut utiliser d'autres travaux, notamment les travaux en métacognition. Alors, la métacognition, c'est le fait de savoir ce qu'on sait et savoir ce qu'on ne sait pas. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour la conscience de soi. C'est-à-dire, par exemple, ce matin, je me disais, tiens, à quelle heure va arriver mon TER? Ça, c'est de la métacognition avant. C'est-à-dire, je me dis, je n'ai pas suffisamment d'informations, donc il faut que je cherche une information pour savoir ça. Donc je sais, mon TER part à 9h16, à ce moment-là, un accident de voiture, je rate mon TER, bref, ma matinée était compliquée. Mais je suis quand même là. Effectivement, arrêtez de me laisser partir comme ça. Ensuite, vous avez la métacognition en même temps. C'est-à-dire, je vous pose une question compliquée et vous avez le droit de demander un indice. Donc vous savez que j'ai pas assez d'informations à ce moment-là. Non, pardon, vous n'avez pas le droit de demander un indice, vous avez le droit d'accepter de répondre ou de refuser de répondre. Par exemple, c'est le cas sur ces études-là. C'est-à-dire que là, ça a été fait avec des macaques. Vous avez un écran avec plein de petits points. Les singes doivent répondre si c'est très dense ou pas très dense. À chaque fois qu'ils répondent correctement, ils gagnent un petit jeton jaune, qu'ils peuvent échanger contre des récompenses. En revanche, s'ils donnent une réponse fausse, ils perdent tout. Par conséquent, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que quand il n'y en a pas beaucoup, quand il y a énormément, ils répondent. Mais dès que ça commence à devenir un peu 50-50 douteux, à ce moment-là, ils cachinent, quoi. Ils refusent de répondre et ils demandent la récompense à la place. Et plus ils en ont, plus ils font ça. Donc ils sont capables de percevoir ce genre de truc. Et donc on a après de la métacognition après, c'est-à-dire je donne une réponse et je la valide, ou je dis non, en fait je ne suis pas sûr de ma réponse. Ça on va le voir juste après. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux chez lesquels on arrive à mettre à jour ces trois aspects de la métacognition. Et il y en a chez lesquels on arrive à mettre rien du tout. Les singes capucins, typiquement, qui normalement devraient réussir, on a fait plein d'expériences, on n'a jamais réussi à montrer de métacognition chez les capucins. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, où en fait ils se sont rendus compte qu'en réalité les capucins ont une tolérance à l'échec et à la frustration qui est très, enfin pas à la frustration mais à l'échec qui est très élevée. C'est des animaux qui sont beaucoup plus enclins à prendre des risques. Or, les punitions qui étaient proposées dans les protocoles n'étaient pas assez élevées. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient 50% de chances de se planter et 50% de chances de réussir. Et quand on a augmenté considérablement les chances de se planter, enfin les risques de se planter, à ce moment-là, les capucins ont fait preuve de métacognition. Et on a retrouvé la même chose chez les rats, et on a trouvé la même chose sur des questions d'impulsivité chez les poules. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des moments où c'est les protocoles qui ne sont pas adaptés à l'espèce. Donc, les capucins sont des casse-coups. Et des casse-couilles, oui. Alors, on a également des expériences qui ont été faites avec les poules et les pigeons. Donc ça, c'est sur de la métacognition après coup. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'ils doivent faire, c'est on leur présente un écran. Alors de mémoire, il y a quatre couleurs qui vont apparaître. Et la bonne réponse, c'est celle qui est au milieu. Et ensuite, on va leur présenter 4 autres qui sont soit très proches. Par exemple, vous voyez, là, on a du violet, puis là, on a un presque violet. Ouais, c'est presque la même couleur qu'au milieu. Puis ceux-ci sont beaucoup plus loin, sont plus faciles à reconnaître. Surtout que les oiseaux, ils voient les couleurs nettement mieux que nous. Donc... Et donc le truc, c'est qu'ensuite, ils doivent dire, une fois qu'ils ont répondu, je valide ou je refuse. Donc par exemple, on va dire, là la bonne réponse c'était ce violet-là, et puis on leur a mis 4 points bleus avec un point violet, 3 points bleus et un point violet. Donc ils cliquent sur le point violet, ils sont sûrs de leur coup parce que la différence est grande. Ensuite cet écran s'allume, je valide, je refuse, clique, ils répondent sur je valide. Les poules font ça aussi. Les pigeons font donc preuve de métacognition en sachant là qu'ils ont juste. En revanche, si vous mettez des couleurs qui sont très très proches, on se rend compte qu'ils ont tendance, dans ce cas-là, cliquer sur « je ne valide pas » pour ne pas avoir de punition à la place. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais c'est compliqué ces études. Donc ça a été montré chez les pigeons. Les poules, les résultats étaient un peu moins hauts. Ça, c'est des études à prendre avec des pincettes parce que la cohorte est très petite. Il y a je crois qu'il y a eu 5 poules et 8 pigeons ou 9 pigeons. Donc c'est trop peu d'animaux pour conclure des choses. Mais c'est des études quand même intéressantes là-dessus. Puis c'est marrant parce que quand vous êtes en Occident, vous avez beaucoup d'études où les animaux s'appellent numéro 1, numéro 2, etc. Ça, c'est des études japonaises, si ma mémoire est bonne, ouais, Nakamura. Et au Japon, ils ont plus tendance à donner des noms, surtout quand ils les gardent longtemps dans les labos. Donc là, vous avez... alors, Billy a cliqué là-dessus pendant que Tommy faisait ça et que Barbara était en train de... C'est super marrant à lire.
Et puis alors là c'est pareil, c'est trop tôt pour parler de métacognition, mais chez l'abeille mellifère, Apis mellifera, on a une étude qui a été faite dessus, et le résultat est super troublant. Donc c'est un peu le même dispositif que ce qu'on a vu tout à l'heure, et puis elles doivent rentrer dans des cylindres, et là c'est le concept au-dessus d'eux, au-dessous d'eux. Donc il y a une barre de référence qui peut être plus ou moins haute, et on va mettre des objets, enfin des dessins, n'importe lesquels, qui vont être au-dessus ou au-dessous de cette barre. Par exemple, vous voyez là on a la barre de référence est là, la barre de référence est là l'objet est dessous, et là l'objet est dessus. Et donc ils testent plein de combinaisons pour que ce ne soit pas la forme, enfin la position réelle des objets, mais vraiment la position des uns par rapport aux autres. Et les abeilles y arrivent très bien. Et c'est pareil, il y a une bonne réponse et une punition, et au milieu il y a un trou. Le trou sert à refuser de répondre si jamais on a trop le doute. Et on se rend compte que dès qu'on commence à mettre les motifs au même niveau que la barre, c'est-à-dire que c'est plus possible de déterminer s'ils sont dessus ou dessous, à ce moment-là les abeilles ont tendance à sortir du dispositif sans répondre. Début de métacognition, peut-être. Surtout qu'on a des indices chez les bourdons de trucs qui ressemblent à ça dans la vie sauvage. C'est-à-dire que quand ils ne savent pas quelles fleurs ont des prédateurs dessus, ils ont tendance à suivre les autres, alors que s'ils ont leur propre information, ils suivent leur propre information. S'ils savent que, par exemple, toutes les fleurs blanches sont des araignées et toutes les fleurs jaunes n'en ont pas, dans ce cas-là, ils vont aller que sur les fleurs jaunes. Si en revanche, ils n'ont pas observé ça, et ben, ils vont suivre ce que font les autres. Donc a priori, ils sont capables de faire la différence entre ce qu'eux savent, ce que les autres savent, faire un comparatif. Ça semble assez taré quand même pour des insectes. Moi. Ensuite, on a la théorie de l'esprit. C'est pareil, je suis un peu. S'il y a des chercheurs dans la salle, ne me jetez pas tout de suite de chaussures. Parce que je parle de théorie de l'esprit, c'est beaucoup trop tôt pour parler de théorie de l'esprit sur des animaux comme cela. La théorie de l'esprit, c'est être capable de se mettre dans la tête de quelqu'un d'autre, être capable de comprendre comment il perçoit les choses. Or, cette étude sur les bourdons, c'est pareil, elle fout le doute quand même. Donc, cette étude, elle marche de la manière suivante. Au départ, on a appris à un bourdon à utiliser un distributeur automatique de boissons. Alors, c'est un peu plus simplifié que ça, mais c'est la même idée. C'est-à-dire que vous avez ce grand cercle, et puis, il faut mettre une balle à l'intérieur du trou au milieu, et à ce moment-là, on diffuse une récompense à travers la balle qui a des trous. Donc là, c'est la partie où on leur apprend, avec un faux bourdon, parce qu'elles apprennent mieux si ça ressemble à un bourdon, et elles apprennent encore mieux si c'est vraiment un bourdon. Ils ont fait le test en la déplaçant avec un aimant dessous, et à ce moment-là, ça ne marche pas. Et donc là, elle apprend que quand on la met au milieu, on a une récompense. Ouais. Jusque-là, ok. Très rapidement, le bourdon apprend à servir la machine tout seul. Si. Déjà, rien que ça fait bien exploser la tête. Hein. Un bourdon. Ok. Ça, c'est de la blague. Maintenant, ça arrive, ce qui est intéressant. Ensuite, ils ont fait le dispositif en 3 branches, avec 3 balles. Une qui est proche, une qui est à mi-distance et une qui est tout au fond. Le bourdon, naturellement, va chercher celle qui est la plus proche. Ok. Maintenant, les chercheurs, qui sont des vrais saletés, vont au fur et à mesure commencer à coller des balles. Ils vont commencer par coller celle-là. Du coup, le bourdon est obligé d'aller chercher celle-ci. Puis ils vont coller celle-ci aussi. Il ne reste plus que celle-ci. Donc le bourdon va apprendre à aller chercher invariablement la balle qui est la plus loin. Au bout d'un moment, il va comprendre que c'est tout le temps la balle la plus loin. Vous pouvez décoller toutes les balles, ils iront invariablement chercher la balle la plus loin. Ok ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous laissez un bourdon observer et qu'ensuite vous le libérez ? Est-ce que ce bourdon va aller chercher la balle la plus loin, comme il a vu faire l'autre ? Est-ce qu'il ne va rien faire ? Ou est-ce que lui va aller chercher la balle la plus près ? Voilà la réponse. Premier essai de ce bourdon. Il est rentré et il est allé emmener la balle noire, qui était la balle la plus proche. Ils ont changé la couleur pour être sûr que ce ne soit pas une influence de couleur, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça, là on le voit sur un bourdon, on va se dire c'est pas ultra concluant, etc. Sur quasiment tous les bourdons l'ont réussi du premier coup. C'est-à-dire quasiment tous les bourdons sont allés chercher la balle la plus proche tout de suite. Ça veut dire que manifestement, ils n'ont pas suivi le comportement de l'autre, mais ils ont compris quelle était la logique finale et ils ont amélioré la technique. Alors, ça me paraît très compliqué pour des bourdons. Quand je le dis moi-même, je me dis mais qu'est-ce que tu racontes ? Le fait est que c'est les résultats, quoi. Donc après, on ne sait pas quel est le processus qui se passe dans leur tête, c'est peut-être beaucoup plus simple que ça, mais le fait est que, en tout cas, ce qu'on observe, c'est que ces bourdons ne vont pas chercher la même balle que l'autre, ils vont mettre dedans et ils n'ont juste observé que l'autre mettait une balle et ça donnait un truc merde, c'est n'importe quoi. Alors dans les vraies théories de l'esprit, on l'a chez les grands corbeaux. Donc souvent, quand on dit quelle est la différence entre un corbeau comme nous on connaît et un grand corbeau, le corbeau que nous on connaît, le corbeau freux, c'est le corbeau, si vous le voyez, vous allez vous dire « Putain, qu'est-ce que c'est que ce gros oiseau ?» Un grand corbeau, quand vous allez le voir, vous allez dire « Un monstre !»
C'est gros comme ça, un grand corbeau. C'est vraiment des très gros oiseaux. C'est la taille d'une buse à peu près. Donc ces oiseaux-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des tests. Donc c'est des oiseaux qui cachent leur nourriture, et on sait qu'ils font attention à est-ce qu'ils sont observés ou pas quand ils cachent leur nourriture. Et donc là, dans l'expérience, ils sont dans une boîte, il y a un observateur et un démonstrateur ici. Et lui peut regarder ce que fait l'autre. Donc lui apprend qu'on peut regarder là, et lui va aussi prendre ce rôle-là à un moment. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on le met dans une boîte où lui ne voit rien. Les deux trous sont fermés, donc ça c'est des petits trous. Ah, il y en a qu'un sur celui-là, tiens. Là, il y a un petit trou qui permet de regarder par le trou, ou alors on peut ouvrir totalement la plaque. On s'aperçoit que quand c'est fermé, lui ne modifie pas son comportement. C'est-à-dire qu'il cache comme s'il n'y avait personne pour regarder. Quand c'est juste le petit trou ouvert, c'est-à-dire que lui ne peut pas regarder à travers, mais il sait que c'est possible. Il sait que quelqu'un peut regarder à travers ce trou. Et qu'on joue le son d'un autre corbeau à côté, ou qu'on met un autre corbeau, à ce moment-là, il va cacher la nourriture là où l'autre ne pourrait pas la voir de son point de vue. Ce qui fait qu'il ne voit pas l'autre, mais il sait que l'autre a la possibilité de voir ce qu'il est en train de faire, donc il va cacher différemment. Ce qui indique qu'on a une théorie de l'esprit chez ces animaux. Alors chez les cochons, on a des tests, des expériences de Susan Head qui sont super intéressantes aussi. La première, c'est sur des stratégies sociales qui ressemblent un peu à ça. C'est-à-dire qu'au départ, donc, vous avez une arène avec, ça c'est des planches en bois, les croix. Les triangles, je ne sais pas à quoi ils servent à rien. C'est juste des croix. Et les points noirs, c'est des seaux. Et un cochon apprend qu'il n'y a qu'un seul des seaux qui a de la nourriture accessible dedans. Disons que c'est celui-ci. Donc on le libère, hop, le cochon essaye un peu tout le monde, puis au bout d'un moment, il se dit « Ah, il faut que je fasse ça, et je vais manger là. » Ok. Les cochons ont une mémoire spatiale absolument dingue, donc ça, ils l'apprennent très vite. Maintenant, le deuxième truc, c'est qu'il faut rentrer un deuxième cochon en même temps qui, lui, ne connaît pas du tout l'endroit. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le premier cochon va aller direct à son seau, et le deuxième cochon va faire « Bon, qu'est-ce qui se passe? Non, non. » Puis au bout de 3 essais, 4 essais, il va se dire « Non, mais il y arrive tout le temps, lui. » Donc, qu'est-ce qu'on va observer? Eh bien, que ce deuxième cochon va commencer à suivre le premier, et aller lui piquer sa nourriture. Or, à ce moment-là, on observe chez les deuxièmes cochons une modification de comportement. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils se sont fait piquer de la nourriture 1 fois, 2 fois, 3 fois, ils mettent bien en tête qui sont les pourris dans le lot. Et uniquement quand ils sont avec un pourri, eh ben, si vous les faites rentrer dans l'arène, ils vont rentrer puis ils vont faire oh, peut-être par là-bas, et en fait ils vont s'éloigner, passer, faire plein de détours, et une fois que l'autre sera suffisamment loin pour ne plus les voir, qu'il aura la tête tournée ou quoi que ce soit, ils vont se jeter sur la bouffe à toute vitesse pour la piquer avant l'autre. Déjà, ça indique qu'ils s'adaptent au comportement de pression de l'autre, et on observe bien qu'ils vont chercher la nourriture quand l'autre ne peut plus les voir. Donc on a une supposition qu'ils peuvent peut-être se mettre à la place de ce que voit l'autre. L'expérience la plus troublante là-dessus, c'est celle-ci. En gros, vous avez ici 3 box, et... Ah, j'avais fait une infographie en 3D, j'aurais dû la mettre. Dans les 3 box, on met 3 cochons. Ces 3 cochons peuvent se voir. Là, ce sont des grilles. Ici, c'est fermé. Là, c'est fermé. Là, c'est grillagé. Ce qui veut dire que ce cochon peut voir la reine. Ce cochon ne peut pas voir la reine. Ce cochon ne peut pas voir la reine. Le cochon qui nous intéresse sera celui-ci, celui du milieu. Dans les 4 tunnels, il y a une porte battante à l'entrée. Et ce qui va se passer, c'est qu'une expérimentatrice va rentrer, cacher un seau avec de la nourriture dans l'un des 4 tunnels, et seul ce cochon-là pourra le voir. La question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on ouvre tout? Où va le cochon du milieu? Est-ce qu'il suit le cochon qui voit? Est-ce qu'il suit l'autre? Ou est-ce qu'il suit personne? Les résultats, c'est qu'ils suivent personne. Pour quasiment tous. Alors, quelles sont les raisons qui pourraient expliquer ça? Première raison, c'est qu'on l'a dit, les cochons, ça voit pas grand-chose. Ça a une assez mauvaise vue. Par conséquent, on se rend compte qu'ils vont plutôt chercher les 2 tunnels aux extrémités, probablement parce qu'ils sont plus faciles à différencier des murs. Deuxième raison, si quelqu'un est déjà rentré dedans, ça ne sert à rien de foncer derrière. Mais, dans tous les cas de figure, on s'est rendu compte qu'il y a une truie qui, elle, suivait invariablement l'individu qui était du côté où on voyait. À chaque fois, peu importe qu'il soit là ou qu'il soit là, tous les contrôles ont été mis en œuvre pour être sûr qu'elle se fiait bien au fait que l'autre avait la visibilité, et c'était effectivement le cas. Ce qui veut dire que même si les autres cochons n'ont pas démontré ça, il y a les capacités chez les cochons pour se mettre à la place des autres, d'après cette étude. Donc on a un soupçon de théorie de l'esprit chez les cochons grâce à ça. Après, pour tout ce qui traite de la conscience, on a aussi la mémoire épisodique et l'anticipation. La mémoire épisodique, c'est la mémoire biographique, c'est-à-dire ce que j'ai fait, où, avec qui, quand, dans quel état émotionnel je me trouvais. Alors l'état émotionnel des autres animaux, c'est un peu tendu de l'avoir, donc souvent on le met de côté. C'est pour ça que vous ne verrez jamais mémoire épisodique chez tel animal, mais j'en ai pas sur celui-là, ça doit être sur l'autre. On voit épisodique-like memory, c'est-à-dire comme la mémoire épisodique, parce qu'on n'a pas accès à l'aspect émotionnel. Bref.
Et puis pendant longtemps, on a dit, oui, les animaux, ils vivent dans le présent, ils sont pas capables d'anticiper les situations, ou de se replonger dans le passé. Bullshit. Par exemple, ça c'est une étude très très célèbre de Nicolas Clayton avec les geais. Ce sont des oiseaux qui sont dans 3 compartiments. Et puis, pendant la journée, ils ont accès au compartiment du milieu, et la nuit, on va les enfermer dans un compartiment qui a un petit déjeuner, et un compartiment qui est vide. Et bien on se rend compte que quand ils ont passé la nuit dans le compartiment qui était vide avec pas à manger, et ben le lendemain matin, ils vont au milieu, ils prennent la nourriture et ils la dispatchent dans différents blocs, de manière à ce que le lendemain, ils ne se retrouvent pas dans un bloc qui n'a plus rien à manger. Et on a observé que si on met différentes qualités de nourriture, ils équilibrent les petits déjeuners. On sait aussi par exemple que quand ils cachent des aliments, ils peuvent les cacher par... Enfin, ils peuvent les cacher, ensuite aller les chercher par ordre de périssabilité. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a des vers et des noix, et ben, ils vont commencer par manger les vers, jusqu'à un moment où les vers ne sont plus comestibles, et à ce moment-là, ils vont arrêter et passer à la recherche des noix. Donc, dans la famille, on vit dans le présent. Dans la mémoire épisodique, on a cette expérience qui est hyper intéressante, qui a été faite sur les rats l'année dernière, où en gros, vous avez plein de petits capuchons comme ça, avec des séries, qui ont plus ou moins de capuchons avec chacun des odeurs différentes, parce que les rats ont un très bon odorat, et donc eux doivent mémoriser toutes les odeurs dans l'ordre, et après on va leur donner le choix entre 2 odeurs, soit l'avant-dernière, soit une autre qui est plutôt dedans. Et les rats doivent systématiquement sélectionner l'avant-dernière comme bonne réponse. Ça veut dire que peu importe le nombre qu'il y a eu, ils doivent se souvenir de l'avant-dernière, ou de la 4e en partant de la fin. Parce que c'est soit l'avant-dernière, soit la 4e en partant de la fin. Ça veut dire qu'ils doivent mémoriser la totalité de la séquence parce qu'ils ne savent pas quand elle va s'arrêter. Et ensuite revenir en arrière dans le temps en se disant, alors là c'était ça, là c'était ça, là c'était ça. Ok, la bonne réponse c'est ça. Et les rats y arrivent. Donc là on a une preuve très nette de la présence d'une mémoire épisodique chez les rats. Et puis on en a observé des phénomènes chez d'autres animaux, les seiches. On a observé des types de mémoire épisodique, alors je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est compliqué, mais chez les seiches, on a chez nos labres nettoyeurs, alors c'est un équivalent de mémoire épisodique, puis surtout c'est une capacité de gestion du temps que moi, à mon avis, je ne la réussis pas, cette expérience. Je vous explique le truc. Vous avez 2 assiettes. Vous avez 4 assiettes. Une rouge, une bleue, une verte, une jaune. Sur la rouge se trouve de la purée de poisson, que ces poissons-là aiment bien, voilà, pas non plus l'excitation totale. Sur les 3 autres, on a de la crevette. Et là, la crevette, c'est la classe. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au départ, on va présenter la rouge et la bleue. Très bien. Le poisson arrive, il va se jeter d'abord sur celle avec la crevette, parce qu'il préfère la crevette. Puis après, il va aller manger l'autre. Or, il y a une petite astuce. C'est que là, on leur présente toutes les 5 minutes. Mais en réalité, l'assiette bleue n'est disponible que toutes les 5 minutes. Donc au départ, on leur propose, clac, ils mangent la crevette. 5 minutes plus tard, on repropose, clac, ils mangent la crevette. Maintenant, on leur propose 2 minutes 30 plus tard. Là, s'ils mangent la crevette, on retire les 2 assiettes. Ça veut dire qu'ils doivent apprendre à faire assiette bleue, assiette rouge, assiette bleue, assiette rouge, assiette bleue, toutes les 2 minutes 30, parce que sinon on leur retire les 2 assiettes et ils ne pourront pas manger. Ça va, c'est clair? Donc en gros, l'assiette rouge est tout le temps disponible, vous pourrez toujours manger dans l'assiette rouge, l'assiette bleue n'est disponible que toutes les 5 minutes, donc si vous mangez dans l'assiette bleue avant le délai de 5 minutes, les 2 assiettes sont retirées et vous ne mangerez rien. Et là, ils vont commencer à rajouter l'assiette verte, qui est disponible toutes les 10 minutes. Et l'assiette jaune, qui est disponible toutes les 15 minutes. Et à ce moment-là, on va commencer à représenter la bleue, la jaune, la rouge, la verte. Il faut que les labres ils soient capables de se dire, alors attends, elle n'est pas arrivée depuis 5 minutes, elle est arrivée il y a 10 minutes, là, c'est elle. Ils y arrivent. Ils y arrivent, quoi. C'est 5 minutes, ouais, ça doit être ça. Putain, mais non, quoi. Moi, franchement, je le fais pas, je pense. Après, on a des choses très étonnantes aussi chez les abeilles. Alors là, c'est pas parler de mémoire épisodique, c'est un peu loin, mais on peut parler d'anticipation là-dessus. Ça n'a pas été republié. Ça, c'est une observation qui a été retrouvée par l'Archica d'un mec qui avait fait ça dans le XVIIIe siècle, je crois. Mais là, l'Archica est en train de refaire ces travaux-là, donc peut-être que bientôt on aura des résultats très impressionnants. Le gars, en fait, voulait savoir comment les abeilles font les rayons de la ruche. Et on sait qu'en fait, c'est pas automatique. Les abeilles sont capables de faire, par exemple, plutôt que de faire 5 faces, elles peuvent en faire 8, 10, 9, 20, elles peuvent modifier le nombre de faces des alvéoles. Et surtout, il a pris une ruche, et puis il s'est dit, bon, bah, pour regarder dedans, je vais mettre du verre. Il a enlevé le toit, et il a mis du verre. Sauf que les abeilles construisent les rayons de haut en bas, normalement. Or, le verre, ça accroche pas suffisamment. Donc les abeilles ont commencé à construire les rayons de bas en haut. Là, il s'est dit, non,
Il a recommencé une ruche, il a mis du verre en dessous. À ce moment-là, les abeilles ont commencé à construire de gauche à droite. Là, il s'est dit, non. Il a remis le même dispositif, elles ont commencé à construire de gauche à droite, et au bout d'un moment, il a glissé une plaque de verre au niveau du mur où elles allaient arriver. Les abeilles ont fait demi-tour et ont ramené le rayon à la base. Donc ça n'a pas été retesté, mais ça veut dire que les ouvriers ont donc été capables d'évaluer où le rayon allait se poser, que la surface n'accrochait pas, et apporter à plusieurs les corrections nécessaires pour ramener le rayon là où ça accrochait. Pour l'instant, on n'a pas de travaux là-dessus. Donc là, je vous donne juste un témoignage du XVIIIe siècle, ça vaut ce que ça vaut. Mais j'ai discuté avec le chercheur qui est en train de les refaire et qui m'a dit « ça se présente pas mal ». Ça arrive, ça essaie de changer de... Voilà. Et puis ensuite, dans toutes ces questions-là, on a la grande question des émotions, de la perception de la mort. Alors les émotions, c'est quelque chose qui est beaucoup étudié maintenant. Il est assez clair que la quasi-totalité, la totalité des vertébrés ressent des émotions de manière subjective. Là, maintenant, il y a eu la grande question finale était sur les poissons, et maintenant elle est quand même bien réglée. Chez les invertébrés, ça commence à venir. On a des indices sur les céphalopodes, mais surtout on a des indices sur les abeilles. Bon, a priori, les derniers travaux sembleraient pointer du fait que les abeilles pourraient ressentir des émotions de manière subjective. Alors on n'a que 2 publications, donc c'est beaucoup trop peu pour conclure quoi que ce soit. A priori, elles ne ressentiraient pas vraiment la douleur. C'est un peu compliqué en fait. Mais les émotions, c'est hyper répandu. Alors, en ce moment, d'ailleurs, sur les animaux d'élevage, ils travaillent énormément dessus, sur les émotions négatives et positives. On pourrait se dire, ah bah, c'est bien, ils vont s'y intéresser. En réalité, c'est pour faire des intelligences artificielles pour reconnaître automatiquement les animaux qui vont mal et les sortir du groupe. Et puis la grande question qu'on peut se poser, c'est au niveau des émotions, est-ce que ces animaux peuvent se créer des amis? Alors la réalité, c'est qu'amis, c'est un terme très humain, donc c'est un peu dur de répondre à cette question. Mais on va avoir des liens sociaux qui sont très forts. Je vais rester sur les animaux d'élevage parce que c'est ce que je connais le mieux en ce moment là-dessus. Les animaux d'élevage, vous prenez des vaches, on sait que les vaches vont créer des liens d'affection qui durent sur toute la vie. Ce sont des liens extrêmement solides. Et plus le lien s'est créé jeune, plus il va être solide. Donc notamment les mères et les enfants, on a des observations, alors c'est pas sur des vaches, c'est sur des zébus, mais on a des observations sur des zébus. À travers 5, 6, 7, 8 ans, on se rend compte que les mères sont très souvent observées en train de manger avec leurs enfants encore au bout de 5 ans. Sauf une qui avait balancé son gosse et qui mangeait avec un autre. Mais toutes les autres, en revanche, on les retrouvait invariablement avec leur progéniture. C'est quelque chose qu'on retrouve, c'est pareil, les truies créent des liens extrêmement forts avec les autres truies. Un peu moins avec les mâles, parce que c'est des animaux solitaires. Et puis après, on a cette question de, est-ce que les animaux perçoivent la mort? La réalité, c'est qu'on n'en sait rien. On ne peut pas savoir comment ils perçoivent la mort, mais très manifestement, de tous les témoignages qu'on a en sanctuaire, et des quelques vidéos qui ont été faites, c'est pas un phénomène qui est anodin. Par exemple, chez les pies, on a observé des comportements comme ça, un peu étranges autour d'autres animaux morts. On a même observé certaines pies qui en recouvraient d'autres avec des brindilles d'herbe. Ça a été observé une fois. Donc après, l'une des suppositions aussi de ce genre de comportement, c'est que si un animal mort, c'est qu'il y a un danger. Donc on se met autour pour essayer de comprendre quel est le danger. Donc il n'y a peut-être pas forcément de relation amicale. Je ne sais pas quel niveau, je ne connais pas bien les pies, donc je ne sais pas exactement comment elles tissent des liens. Alors, je ne l'ai pas dedans, mais il y a une vidéo du sanctuaire américain, Farm Sanctuary, où il montre un taureau qui meurt d'un cancer, qui s'euthanasie au milieu de son groupe social. Et on voit les autres se regrouper, produire du léchage social, etc. Et là, on sait qu'il y a vraiment un lien. Là, c'est indéniable. Il y a vraiment un lien social qui se crée à ce moment-là. On a des observations de nettoyage de corps chez les chimpanzés. C'est ce qu'on voit en haut. Une femelle qui en fait cure les dents de son fils adoptif qui est mort en tombant d'un arbre, un truc comme ça. Chez les éléphants, on sait très bien qu'on a des animaux qui reviennent, notamment quand une matriarche meurt, on a d'autres groupes sociaux qui viennent sur le cadavre de la matriarche. Ça, c'est très connu chez les éléphants. On a également des cas troublants chez des cousins des cochons, chez les pécaris. Donc là, ce qu'on voit en fait, ce sont des pécaris dont un membre est mort, qu'on voit à gauche. Et en fait, pendant plusieurs jours, les pécaris ont refusé d'abandonner le corps de l'autre animal. Ils l'ont défendu contre les coyotes, etc. C'est des animaux très très sociaux, c'est des cousins un peu éloignés de nos cochons.
Alors, j'ai du mal avec ce sous-entendu où ils disent que c'est un enfant de 8 ans qui a mis un machin de caméra, parce que moi j'ai lu l'étude et en l'occurrence, les chercheurs disent que c'est eux qui ont mis le truc, il n'y a pas de lien avec ce gamin. Je pense que c'est peut-être un truc de storytelling, ça. Donc là, ils disent qu'ils dorment à côté du corps, ils le défendent contre les coyotes, jusqu'à ce que les coyotes finissent par gagner. Et dans le truc qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 semaines, j'intervenais dans un salon où j'avais des vétérinaires dans l'assistance, et j'ai montré justement la vidéo sur les vaches, où les vaches se réunissent autour de celui qui est en train de mourir, etc. Et le véto est venu me voir à la fin en me disant, moi je le vois tout le temps ça. Donc c'est vraiment pas un comportement isolé a priori, c'est vraiment quelque chose qui est fréquent. Il me dit, moi à chaque fois que je viens, les vaches sont réunies autour, demandent à avoir de la solitude après, etc., lèchent l'animal qui va mal. Donc clairement, il n'y a pas que les humains qui réagissent à la mort. Est-ce qu'ils réagissent comme nous? Non, clairement pas, parce qu'ils n'ont pas le même univers mental, ils ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Il faut vraiment comprendre ça. Les animaux sont dans un monde qu'on partage, mais qu'ils perçoivent de manière profondément différente de nous. Donc on ne sait pas du tout comment ils perçoivent ça, mais le fait est que ce n'est pas un non-événement. Il y a vraiment une rupture, probablement une rupture émotionnelle qui se produit, même si ça a été peu étudié, parce que c'est très dur à étudier. Puis ça pose des problèmes éthiques en même temps. Vous n'avez pas tué un animal d'un groupe social pour dire qu'il y a des gens que ça ne gênerait pas. Mais... Bref. Et du coup, en 2012 est sortie la déclaration de Cambridge, dans laquelle donc, plusieurs grands chercheurs en neurosciences ont décrété que l'absence de néocortex ne semble pas empêcher un organisme d'éprouver des états affectifs. Des données convergentes indiquent que les animaux non humains possèdent les substrats neuroanatomiques, neurochimiques et neurophysiologiques des états conscients, ainsi que la capacité de se livrer à des comportements intentionnels. Par conséquent, la force des preuves nous amène à conclure que les humains ne sont pas les seuls à posséder les substrats neurologiques de la conscience. Les animaux non humains, notamment l'ensemble des mammifères et des oiseaux, ainsi que de nombreuses autres espèces, telles que les pieuvres, possèdent également ces substrats neurologiques. Et là, ils n'incluent pas les poissons, parce qu'on est en 2011, et que la plupart des études super énormes sur les poissons sont sorties depuis. Parce qu'en fait, on est vraiment sur un champ qui est en pleine explosion sur autant les insectes que les poissons. Moi, j'ai une conférence que sur les poissons. 75% des études que je cite, elles datent de 2015 à aujourd'hui. 2014 à aujourd'hui. Donc on a beaucoup plus de choses qu'à l'époque de Cambridge. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur des choses où, même si, d'un point de vue philosophique, il y a des gens qui maintiennent des débats, etc., on sait qu'à peu près tous les animaux ont au moins des bases pour pouvoir ressentir subjectivement des émotions, se transmettre les émotions. On sait très bien que les autres animaux, on a de la contagion émotionnelle. Quand il y en a qui paniquent, ça se diffuse comme une traînée de poudre. Ça a été énormément observé chez les cochons, notamment. Mais bref, tout ça pour dire qu'on s'aperçoit de plus en plus qu'eux-mêmes ont leur propre vie avec leur société, qui peuvent être beaucoup plus compliquées que ce qu'on pourrait imaginer. En permanence, quand nous on les voit et qu'on mène notre vie normale, on se dit, ouais, comme je disais tout à l'heure avec un corbeau, on les regarde, puis on se dit, voilà, c'est un corbeau, là, c'est un machin. Mais en fait, eux, à ce moment-là, ils vivent tout un tas de situations, comme nous, on est en train de vivre tout un tas de situations. Et moi, c'est un peu l'intérêt que j'ai dans ce travail, justement, c'est de se rendre compte à quel point c'est hyper excitant, parce que on n'arrête pas de chercher des intelligences extraterrestres. On en a plein autour de nous, quoi, qu'on comprend à peine et qu'on massacre avant de les comprendre, ce qui est un peu dommage. Mais voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller plus loin, parce que là, on aura vraiment survolé la question. Mais si vous avez des questions, du coup, c'est maintenant. Merci. Donc, je sais pas du coup s'il y a des questions. Oui, du coup, si t'es en premier, j'arrive après. Ouais. Vous m'entendez jusqu'au bout si je parle fort? Oui, ça va. Bonsoir. Je voulais savoir, on peut entendre parfois parler du rire qui serait le propre de l'homme. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Alors, le rire du propre de l'homme, le problème c'est qu'il faut voir comment les animaux communiquent entre eux. C'est-à-dire, par exemple, on s'est aperçu que quand on gratouille des rats, ils produisent des ultrasons typiques que les chercheurs ont tendance à assimiler à un rire. On a la même chose chez des kéas, qui sont des gros perroquets. Et c'est pareil, on s'est rendu compte que quand ils jouent et quand ils sont heureux, ils ont une vocalisation bien particulière, et que cette vocalisation se transmet également, et ça donne envie de jouer aux autres, ça rend les autres beaucoup plus optimistes, etc. etc. Donc on pense que c'est une espèce d'équivalent de rire contagieux. Mais par exemple, les chimpanzés vont avoir une espèce de rire aussi. Donc non, c'est pas le propre de l'homme, mais c'est aussi très dépendant de la façon dont les animaux vocalisent. Et il y a des façons de vocaliser très différentes. Il y a des animaux qui vocalisent très peu, voire pas. Typiquement, les grands mammifères de plaine, comme les vaches, des trucs comme ça, c'est très peu vocal en fait. Donc voilà, ça dépend du type de communication de l'animal, ça dépend
Est-ce que ça a un besoin? Il faudrait que ça ait un besoin social. C'est un truc qu'on va retrouver chez des espèces extrêmement soudées, extrêmement sociales, parce qu'il faut que ça ait un intérêt social pour que ça évolue à un moment. Et j'avoue, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs ça évolue. Mais ça doit être en lien avec l'empathie, en fait, ça doit être un byproduct, ça doit être un truc à côté. Oui? Bonjour, moi j'ai une question, je me sens un peu bizarre des fois, parce que je parle à mes animaux. Et j'ai souvent l'impression qu'ils me comprennent. Alors je passe vraiment pour quelqu'un d'extrêmement farfelu, mais je peux vous assurer que j'ai dit à un de mes chats que c'était un très grand chasseur, et que son attitude en général me donne à prouver que c'est vraiment devenu un excellent chasseur. Et je finis par me poser des questions sur ma lucidité. Est-ce que vous pouvez nous dire s'ils comprennent ce qu'on leur dit ou s'ils ressentent tellement fort notre empathie? Alors, je suis pas dans leur tête, donc je ne pourrais jamais répondre à cette question. Mais dans tous les cas de figure, surtout, c'est des animaux qui ont évolué depuis longtemps avec l'homme. Je pense encore plus que les chats, les chiens. Les chiens sont capables de réagir à beaucoup de choses, notamment les prosodies humaines, c'est-à-dire si on parle vite, si on parle aigu, si on parle grave, les intonations. Les chiens sont par exemple capables de comprendre immédiatement sur un geste de pointage, alors qu'un chimpanzé par exemple, il faut qu'il l'apprenne, ou un cochon pareil. Donc ça dépend à quel point les animaux ont évolué proche de l'homme déjà, est-ce qu'ils ont développé une nécessité de comprendre ce qu'on allait faire ou dire. Après qu'ils comprennent avec subtilité, c'est peu probable. Qu'ils puissent comprendre certains états émotionnels par rapport à certaines inflexions de notre voix, c'est tout à fait possible, parce qu'on le retrouve chez les cochons. Les cochons sont sensibles à la prosodie des voix humaines, alors qu'ils n'ont pas évolué en tant que compagnons, ils ont évolué en tant que proie humaine. Et pourtant, on se rend compte que les cochons préfèrent, par exemple, les voix qui parlent un peu rapide et un peu aiguës. Donc, par exemple, le public de Hanouna, je sais pas. Mais tout ça pour dire que, dans le détail, non, c'est peu probable. Pour une raison simple, c'est qu'ils ne développent pas des vocabulaires comme les nôtres, avec des structures syntaxiques, etc. Comme je disais tout à l'heure, on a quelques espèces qui vont faire des combinaisons, tout ça, mais avec des structures comme les nôtres, non, parce que non, on en a besoin, eux, ils n'en ont pas forcément besoin. Donc, dans une certaine mesure, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des mondes assez différents, mais qui se chevauchent très légèrement. Donc, comme moi, par exemple, mon chat, je sais très bien quand il miaule pour sortir, ou quand il miaule pour rentrer, pour aller chercher à manger. Je fais très bien la différence entre les deux miaulements. Je ne comprends pas exactement ce qu'elle dit, mais moi ça me parle. Et c'est probablement ce qui se passe dans l'autre sens. Donc voilà. Mais après, pour vous donner un exemple de à quel point c'est compliqué de comprendre ce qui se passe dans la tête des autres animaux. Récemment, quand je travaillais sur la bande dessinée sur les animaux de ferme, je voulais dire que les vaches voient le rouge. Parce que tout le temps on entend dire, oui, les taureaux, ils ne voient pas le rouge, ils réagissent au fouet du mec. Et moi, j'étais à peu près sûr que des informations que j'avais, ils voyaient le rouge. Je suis allé chercher des études. Et dans les études, on voit que si on entraîne des vaches à appuyer sur un dispositif quand la lumière de la pièce s'allume en rouge, et pas quand elle s'allume en bleu ou en vert, eh bien les vaches réagissent parfaitement à longueur d'onde du rouge. Donc ce que nous, notre cerveau traite comme étant du rouge, les vaches y réagissent. Elles ont des cônes dans l'œil, donc des photorécepteurs, qui tombent à peu près comme nos récepteurs qui voient dans le rouge. Donc c'est à peu près les mêmes longueurs d'onde. Donc on se dit, les vaches devraient voir le rouge. Or le problème, c'est que les vaches n'ont que deux cônes. C'est-à-dire que nous, on voit rouge, vert, bleu. Les vaches, elles n'ont pas le vert, elles ont bleu, rouge. Et si on prend les humains qui ont que bleu et rouge, eh ben ces humains, ils ne voient pas vraiment le rouge, ils voient du bleu au jaune. Donc on pourrait dire, et c'est ce qu'on entend souvent, les vaches, les moutons, etc., sont dichromates et ne voient pas le rouge, même s'ils ont un cône qui tape à la limite du rouge. Mais les dichromates humains, les daltoniens, typiquement, on appelle les daltoniens de Deutéranop en l'occurrence, c'est des cerveaux humains qui attendent 3 photorécepteurs et qui ont un retour que de 2. Donc ça se trouve, ils recréent une image avec un manque d'informations, alors que les vaches, elles sont dichromates depuis des millions d'années. Or, ça se trouve, leur cerveau produit une image complètement différente. Ce que nous, on appelle du rouge, c'est pas du rouge chez eux. Ça n'a rien à voir. Et donc déjà, quand on imagine que rien qu'au niveau de la vision, c'est aussi compliqué que ça, au niveau de la communication, c'est encore plus compliqué, quoi. Voilà. Oui. Est-ce que les poissons, ils ont des paupières? Non. Alors, il y a certains requins qui ont un truc qui se referme dessus en protection, mais des vraies paupières, non. En général, pour ne pas être gêné par la lumière pour dormir, il y en a beaucoup qui vont se mettre dans des crevasses, donc dans l'obscurité du coup, ou descendre un peu en profondeur, parce que la lumière ne va pas aller trop loin dans l'eau. Et sinon, tu as des poissons qui font des petits coussins de bave. C'est-à-dire qu'ils vont baver, faire plein de bulles, et vont se ranger à l'intérieur. Et dormir dedans. Donc, voilà. Oui.
Est-ce que les animaux peuvent faire des AVC? Est-ce que les animaux peuvent faire des AVC? Tu as quel âge? Ne t'inquiète pas à ce sujet tout de suite, j'en sais rien, probablement. Probablement, vu que c'est vraiment purement physiologique, il n'y a pas de raison que ça ne se produise pas. Bon. Oui? Vous avez parlé d'apprentissage, de connaissances et tout ça. Est-ce qu'il y a une part, enfin moi c'est dans mon imaginaire, je sais pas, j'ai l'impression que nous il faut qu'on apprenne tout, comment on fait pour se nourrir, pour faire à manger et tout ça. Et on a l'impression que les animaux, ils ont une espèce d'apprentissage lié au patrimoine génétique, qui se transmet génétiquement. Comment ça se passe en fait? Alors, en fait, ça se passe exactement comme chez nous, c'est-à-dire qu'il va y avoir des prédispositions pour faire certaines choses. Par exemple, les êtres humains, ils ont une prédisposition au langage très clair, au langage structuré. C'est-à-dire qu'on a une prédisposition à avoir des structures langagières. Bon. Donc c'est pour ça qu'on a une espèce qui apprend très facilement les langages. À côté de ça, on va avoir des prédispositions par exemple numériques. On va avoir des prédispositions dans plein de sujets, et il va y avoir des animaux qui vont avoir des prédispositions qui peuvent améliorer ou pas. Par exemple, chez les poules, tout à l'heure, on a montré que les poussins étaient capables très rapidement d'appréhender les numérosités. Mais les chercheurs ont découvert que selon comment on leur présentait les choses, on pouvait améliorer leur apprentissage de ce genre de choses. Donc après, en gros, on va avoir... Il y a des prédispositions qui sont ensuite modifiables par l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui... On sait que tous les animaux, quand ils sont dans un environnement, quand ils sont petits, qui n'est pas assez riche, ne développent pas de bonnes capacités intellectuelles à l'âge adulte. À peu près tous les animaux qui sont maintenus dans des situations... vous prenez par exemple des poules qui naissent tout de suite en cage, vous comparez leur capacité intellectuelle à des poules qui ont vécu en extérieur, en groupe social, vous avez des animaux différents. C'est la façon de fonctionner, de réfléchir, etc. est profondément différente. Donc c'est exactement comme chez nous. On part de prédispositions qui ensuite vont être développées, pas développées, etc. etc. et selon les individus, selon tout un tas de facteurs plus ou moins complexes. Donc voilà, il n'y a pas de... Mais ce qui est intéressant dans l'apprentissage, c'est qu'un peu comme chez nous, c'est important pour des animaux d'apprendre, et on se rend compte que c'est une nécessité qui crée du plaisir. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, par exemple, vous sauvez un animal, vous le mettez dans un sanctuaire, un truc comme ça, vous le mettez dans une grande prairie, prenons une chèvre. Vous prenez une chèvre, vous la mettez dans une grande prairie, et vous lui donnez à manger tout le temps, à la même heure, au même endroit. La chèvre, elle va déprimer sa race, un truc de dingue. Parce que les animaux, en fait, beaucoup d'animaux ont ce qu'on appelle du contrat freeloading, c'est-à-dire que ils aiment travailler, faire des efforts pour obtenir quelque chose. Et on a une expérience qui est absolument géniale pour ça. C'est une autre conférence, mais je vous fais un... Si mon ordi veut bien, je vais vous la montrer sur une autre conférence. Mais c'est absolument... Cette expérience, elle est géniale parce qu'elle permet de comprendre à quel point c'est important pour ces animaux de faire des efforts. Alors en plus, les chèvres sont des animaux qui ont un des régimes alimentaires pour des herbivores les plus vastes. Elles sont même capables de manger des trucs toxiques. Enfin, c'est des autruches, ça mange n'importe quoi, une chèvre. Elles ont des comportements alimentaires, mais physiques. Vous avez peut-être vu des photos où elles sont dans des arbres, sur des barrages, etc. C'est des animaux qui sont très physiques. C'est des animaux qui vivent dans des... Normalement, c'est des animaux de haute montagne, les chèvres, à la base. Et ils ont fait une expérience que je vais vous trouver dans une seconde. Celle-ci. En gros, dans celle-là, je ne devrais pas être en train de montrer ça sur notre conf. Bref. En gros, vous avez l'arène dans laquelle il y a les chèvres. Ici, vous avez à manger. Là, il y a un truc pour dormir en hauteur, parce que c'est pareil, les chèvres aiment dormir en hauteur. Elles n'aiment pas dormir par terre. Donc si des gens ont des chèvres, il faut leur filer des trucs en hauteur. Là, il y a de la paille, du foin. Et ici, vous avez une fontaine. Et là, vous avez un dispositif d'apprentissage. Au départ, la fontaine uniquement est activée, la fontaine d'eau. Donc pour obtenir de l'eau, il y a un petit bouton. Il suffit que l'animal presse avec le museau. Il reçoit de l'eau. Ouais. On revient en deuxième semaine. Bonjour, je reviens en deuxième semaine. Fontaine désactivée, dispositif d'apprentissage, seule source d'eau accessible. Sur l'écran apparaissent 4 symboles. Ce sont des sets de symboles, toujours les mêmes, mais présentés dans le désordre. Il n'y en a qu'un seul qui est la bonne réponse. Les chèvres doivent mémoriser à chaque fois quel est le symbole qui est la bonne réponse dans chaque set. Okay, il n'y en a pas que 3. On a fait plein de tests, les chèvres, elles en mémorisent un nombre. Donc les chèvres doivent répondre à la bonne réponse. Par exemple, si là c'est le chameau, ok, donc là l'écran s'allume, donc c'est présenté comme ça, vu de profil. L'écran s'allume, il y a des boutons à côté de chaque élément.
Donc la chèvre dit « Ah, le chameau est là, clac, j'appuie, je reçois de l'eau. » Ok. 3e semaine, les 2 dispositifs sont activés. Au niveau de l'effort, les chèvres font exactement le même effort. Elles appuient sur un bouton, au niveau de l'effort physique. Au niveau de l'effort intellectuel, soit elles n'en font pas, soit elles résolvent le quiz. Eh bien, une grande partie des chèvres continue à récupérer son eau en grande partie du dispositif d'apprentissage, et celles qui avaient les meilleurs résultats avant n'utilisent quasiment que le dispositif d'apprentissage pour obtenir de l'eau. Et quand on teste leur rythme cardiaque et tout un tas de facteurs liés aux émotions positives, on se rend compte que les émotions positives sont top niveau. Donc elles sont heureuses d'apprendre, elles sont heureuses de résoudre des quiz pour obtenir leur eau plutôt que de l'avoir donnée gratos comme ça. Et ça, on a des choses qui ressemblent à ça chez les vaches, chez les cochons, etc. aussi. Donc voilà, l'apprentissage, c'est quelque chose qui est très présent chez tous les animaux, il y a un besoin d'apprentissage. Oui ? Le besoin des animaux d'apprendre en jouant, en fait, on devrait les solliciter plus souvent et les faire jouer énormément, même après, ça... Alors, c'est c'est ça. Dans l'ensemble, à 99%, oui. Après, ça dépend aussi des espèces. Parce que, par exemple, le phénomène de contrat-freeloading dont je viens de parler, qu'on retrouve notamment chez les poules, les poulets de chair qui ont été fortement sélectionnés pour ne pas bouger et pour manger tout le temps au même endroit, etc., bah, eux ne font pas preuve de contrat-freeloading. Les poulets de chair, ils préfèrent avoir la bouffe à côté d'eux et pas avoir à bouger. Et parce que c'est des animaux qui ont été énormément sélectionnés pour ce genre de trait-là. De même qu'on on va avoir des vaches... on va avoir des vaches qui vont avoir des comportements maternels, par moments, certains comportements maternels défaillants, parce qu'en élevage, par exemple, les vaches qui défendent trop leurs petits, c'est pas intéressant, parce que c'est dangereux pour l'éleveur. Donc on va plutôt privilégier des femelles qui défendent peu leurs petits, donc on aura des mères avec des comportements de défense, souvent un peu moins viables que ceux de mères sauvages ou férales, quoi. Non, c'est juste un étirement, ça. Si, c'est une question, c'est une question. Ouais, c'est bon, j'ai de la voix. Dans le plaisir à l'effort, je me demandais, quelle est la limite au plaisir à l'effort? C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'on peut trouver une forme de plaisir, par exemple, pour un cheval de trait qui va commencer à être attelé, par exemple, au début, et qui, au fur et à mesure, bascule dans, comme vous avez dit, l'effort, on va dire, ils aiment obtenir les choses, on effectue un effort, c'est ça? Oui. Et jusqu'où va cette limite, quelque part? Est-ce que c'est cas chez tous nos animaux de ferme, etc., ou est-ce qu'il y en a où c'est pas le cas, etc. Voilà. C'est totalement individuel. Okay. Ça va dépendre des animaux. En fait, même dans les tests cognitifs, on a une plus grande variation entre deux individus qu'entre des individus de deux espèces différentes. Donc il y a une énorme variation individuelle, on va dire, en moyenne. Et là, le problème, c'est qu'ils n'obtiennent rien. Donc si le reste de leur vie est chiant à crever parce qu'ils sont dans un box, ils seront contents de le faire. Probablement. Peut-être pas tous, mais probablement. Si à côté de ça, ils ont une vie relativement épanouissante et qu'on leur fait ça, ça va leur casser les pieds méchants, quoi. Et puis il y en a qui vont être contents, il y en a qui ne le seront pas, et c'est des gens comme tout le monde. Oui, deux questions. Toi, d'abord. Est-ce que les poissons, ils voient les couleurs? Est-ce que les poissons voient les couleurs? Ça dépend des poissons. Parce qu'en fait, quand la lumière rentre dans l'eau, donc la lumière, elle est faite de plein de couleurs, tu vois, comme l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il a plein de couleurs, bleu, rose, etc. Une fois que tout est mélangé, pouf, ça fait du blanc. C'est comme ça que ça marche. Le soleil, il envoie plein de couleurs, et tout mélangé, toi, tu vois rien, en fait, c'est plein de couleurs. Or, dans l'eau, les longueurs d'onde, les différentes couleurs, elles s'arrêtent à différentes profondeurs. Par exemple, le rouge rentre quasiment pas dans l'eau. Dans les premiers centimètres, le rouge s'arrête. Ensuite, ça va être le vert. C'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles, quand tu regardes un lac qui est pas trop profond, en fait, il a l'air vert. Alors, il y a d'autres raisons, hein, il y a des algues, il y a des trucs comme ça, mais il y a aussi le fait que le rouge s'est arrêté, le vert a traversé. Et dans les grandes profondeurs, ça va être du bleu. C'est une des raisons pour lesquelles les océans sont bleus ou bleu foncé. Ce qui fait que ça dépend à quelle hauteur vit un animal. Par exemple, des poissons qui vivent à la surface, des truites, typiquement, des poissons rouges, ça voit plus de couleurs que toi. Parce qu'ils voient aussi dans l'ultraviolet. En revanche, tu prends des poissons des très grandes profondeurs dans les océans, ils voient quasiment pas les couleurs. Et surtout pas le rouge, parce que le rouge ne vient pas jusqu'en bas. Les requins, ils voient pas les couleurs, ils voient que en noir et blanc. Ça dépend des requins. Parce qu'il y a des requins qui flottent et il y a des requins... T'as des variétés, t'as beaucoup de variétés de requins différentes. Donc, je connais pas en détail les visions de tous les requins. Mais en gros, même si c'est pas une règle absolue, en gros, plus le poisson vit proche de la surface, plus il voit de couleur. Plus il est au fond, moins il voit de couleur. Ça marche pas tout le temps, mais globalement. T'avais une question aussi. Est-ce que les animaux peuvent s'insulter? Est-ce que les animaux peuvent s'insulter? Il y a une publication qui est sortie cette année sur des chauves-souris, et ils ont essayé d'analyser quand les chauves-souris sont accrochées les unes avec les autres,
qu'est-ce qu'elle se disait concrètement. C'est-à-dire qu'elle vocalise beaucoup, c'est très très bavard. Et dans quel cas elle vocalise? On se rend compte qu'elle vocalise quand il y a un mec qui drague une fille et qu'elle n'est pas d'accord, quand il n'y a pas assez de place et qu'ils veulent se pousser. En gros, c'est des conflits. Donc, on va dire, les scientifiques ont traduit leur étude en disant on a essayé de savoir de quoi discuter les chauves-souris, et globalement, elles s'engueulent un max. Donc, on va dire, s'insulter comme des humains, probablement pas à ce point-là, mais tu vois, par exemple, tout à l'heure, je parlais des loups. Si tu as un loup qui a un comportement, tu vois, genre il tire sur le machin, et quand l'autre arrive, il a cassé le dispositif pour avoir de la nourriture. L'autre va le punir, on peut considérer que ça se rapproche d'une insulte, quoi. C'est une agression. Voilà. J'espère que ça répond. Autre question? Ah, faites-moi les malins. Merci beaucoup. Ouais, merci. Encore.